Allez, bonjour à tous. Le plaisir de se retrouver sur la 09 TV. Le plaisir de pouvoir rencontrer des gens que l'on aime. Des sportifs ariégeois, comme moi je dis atypiques, parce que dans ceux qui sont et qui font couramment des choses euh, que tout le monde fait, il y en a qui font des choses un peu différentes. Au mois de mars dernier, on avait accueilli Thierry Corbarieux pour son retour d'Alaska avec quelque chose d'assez exceptionnel. Entre parenthèses, je le resalue au passage parce qu'il vient de terminer un trail, le grand trail de la vallée de Dra dans le Sahara marocain, où avec son équipe, il se classe deuxième, et son équipe, c'est son épouse Isabelle et son complice Jean-Louis Nardin. Pour réaliser cette interview, l'invité qu'on va vous présenter dans quelques minutes nous a proposé un lieu. Un lieu que personnellement je ne le connaissais pas. C'est vrai qu'il faut le connaître, il faut le voir. C'est situé en fait de compte à Gaudiès, c'est situé au milieu de nulle part, je vais dire, mais c'est beau à dire parce que c'est dans cette immensité de Basse-Ariège qu'on a très peu l'occasion de pratiquer ou de connaître. Je peux vous dire que c'est un très beau lieu. Ça s'appelle 09, un petit clin d'œil à notre département, ça s'écrit en lettres, 0 et 9. Une chambre d'hôte et table d'hôte qui, on va dire, vouée au cyclisme, mais pas que, pas que. Mais parce qu'avec à sa tête Mike et son épouse pardon, Joss, lui est gallois, elle est moitié française, moitié irlandaise, et sans oublier un complexe très joli et très intéressant. Et vous voyez, nous sommes au bar pour enregistrer cette émission. En ce qui concerne notre invité du jour, on va parler de course à pied, de trail entre parenthèses, ultra trail, ce qu'on veut, et de vélo. Euh, c'est peut-être aussi le côté atypique de ce personnage, c'est de faire les deux. Certains ne font pas les deux, ben lui il fait les deux. Donc on va effectivement aborder ces sujets rapidement peut-être sur le trail, mais un peu plus longuement pour le vélo, parce qu'il y a des trails qui sont longs, qui sont en solo, qui sont en équipe, qui sont en autonomie totale ou partielle, avec des dénivelés parfois où on ne sait pas mettre les zéros. Je ne sais jamais si on parle de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 mètres de dénivelé positif. Moi, ça me fait tourner la tête. En gros, ce sont des garçons et des filles d'exception qui se lancent des défis avec des grands dés. Mais avant de vous parler de notre invité, je vous propose de mieux connaître le personnage. J'ai demandé à une personne de présenter Nahuel Passera. Écoutez-le. Oui, bonjour, merci Patrick. Le 7 février 1985, il y a presque 38 ans, venait au monde par une belle nuit froide et étoilée un joli bébé de 51 cm et 3,8 kg à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Peu enclin à dormir, ce pitchoun va vite montrer son dynamisme et une belle énergie à vivre intensément que nous allons retrouver tout le long de son chemin. Déjà fœtus, il fallut le contraindre à mettre la tête en bas pour le faire naître aisément et naturellement. À peine né, première déconvenue. Son prénom, Nahuel, est refusé à l'état civil, pas assez républicain. Il s'appellera Ewen jusqu'à sa majorité, mais tout le monde le connaît avec son surnom Nahu. Est né d'une famille de 3 enfants, et en attendant la naissance de sa sœur Héloïse et de son frère Nance, 2 ans et demi et 5 ans plus tard, il passe énormément de temps à jouer seul, de tout et de rien. Pas de télé, pas d'écran, hein, c'était encore un autre monde, et s'intéresse à tout, curieux et attentionné. Plus grand physiquement que les camarades de sa classe, éveillé et attentif, il va sauter une classe et connaître une scolarité paisible dans une petite école de campagne bienveillante. Arrive le temps des premiers sports, le judo, avant de rejoindre les terrains de football tant désirés. Avant le premier entraînement, sa maman l'implore de ne pas jouer. De ne pas jouer dans les buts. Je recommence. Avant le premier entraînement, sa maman l'implore de ne pas jouer dans les buts, poste qu'elle avait connu elle-même. Au bout de quelques minutes, il enfila les gants. Elle ne le quittera plus pendant plus de 20 ans.
on ne résiste pas à ses inspirations profondes. Alors, première licence, premier examen médical, et le médecin de famille compétent lui décèlera un souffle au cœur, rétrécissement de la mitrale cardiaque, dû certainement à une angine blanche mal soignée. Nahuel va encaisser un traitement de choc, piqûre mensuelle, connue pour être particulièrement difficile à supporter, mais souffrance acceptée et vécue sans plainte ni pleurs. Sur les terrains, ses belles capacités sont confirmées. Sa confiance en lui et sa détermination rassurent ses coéquipiers. À Nogent-le-Roi, un de ses coéquipiers, passé par Clairefontaine, va devenir même professionnel, Guillaume Dumas. Écarté des détections par un conseiller technique départemental de la Fédé incompétent, c'est à la Berrichonne de Châteauroux où on l'emmène pour des tests qui va se former aux exigences du haut niveau. Et donc, à 13 ans, il quitte le foyer familial sans hésitation, avec conviction et détermination, pour ne revenir que pour les vacances scolaires. Son adolescence se fera à s'entraîner quotidiennement, un internat avec une vie sociale autour du football et de la compétition. Déjà, ses tests physiques sont étonnants pour un gardien de but, ce qui va se confirmer donc, ensuite dans sa carrière sportive. Alors c'est à Istres, club de D2, puis monté en D1 à cette époque, qui va côtoyer au plus près le monde professionnel sans y être finalement admis. Retour en famille, descendu entre-temps en Ariège, au pied des belles Pyrénées, qui joueront un rôle décisif dans sa reconversion. Pour rebondir, toujours le foot, en DH à Pamiers, puis en CFA à Toulouse-Fontaine. Diplôme d'éducateur acquis, il joue, il entraîne, mais la motivation s'estompe et une blessure grave va l'éloigner des terrains. Mais il lui faut rebondir encore et encore. 100 kilos à traîner, que faire de ce corps empâté? Pourquoi pas la course à pied? Pas l'entraînement surdosé, surcalibré, plutôt une alternative, trouver plus de liberté, plus de plaisir. Alors un trail, la dent d'Orlu, qu'il a tant de mal à finir, et là c'est le déclic, la révélation. La suite, je vous laisse la faire. Tu as reconnu? Ouais. Mon père. C'était la surprise que... Pas que je voulais te faire, je voulais que... Pour expliquer un peu ce que tu étais avant. Parce que nous, on te connaît, beaucoup de gens te connaissent quand tu es arrivé dans cette course à pied, où d'un seul coup tu as éclaboussé un peu tout. On ne sait pas d'où tu viens, parce que souvent, on dirait même que tu n'étais pas du département. Et on t'a très vite accepté et tu as pu prouver beaucoup de choses. Rapidement, après cette course de Nantes-Orlu, comment ça s'est engendré? Mais rapidement. Ouais, rapidement, mais tout a été très vite, comme souvent dans ce que je fais. C'est que j'ai fait la Nantes-Orlu, j'ai fini avant-dernier. Donc ça, c'était en juillet 2022. Pour faire vite, en juillet 2012, excusez-moi. Et donc, pour faire vite, en mars 2013, donc après 7 mois de pratique, 8 mois de pratique, j'ai fini le 70 km des Citadelles. Et 2 ans après, je le gagnais. Et après, tout s'est enchaîné très vite. Des diagonales, beaucoup de courses en Andorre. Et en fait, de suite, dès que j'ai commencé à courir, j'étais attiré par la longue distance. Donc on m'a dit, mais pourquoi tu veux faire de la longue distance? Tu commences à avoir des résultats sur du court. J'ai dit, mais moi, avoir des résultats, je m'en tape la coquille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vivre des expériences et de suite du très long et du très montagne. C'est que j'étais pris d'amour par ces Pyrénées. Et donc, chaque année, il y avait l'objectif en Andorre. Donc, c'était Ronda del Cim, puis Euphoria. Et voilà, donc c'est aussi lié parce que la dent d'Orlu, c'est au mois de juillet. Et une des premières courses, donc en juillet 2012, quand je me suis penché au monde du trail, j'ai vu la première course importante, c'était la Ronda del Cim. Et cette année-là, je crois en 2012, il y a une Espagnole, Neira Martinez, qui a fini 5e de la Ronda del Cim.
Et moi, pour moi, déjà finir la Ronda del Sim, c'était le Graal pas possible. Et donc, le truc, c'est que 4 ans après, ben, je l'ai gagné. Et 7 ans après, j'ai gagné l'Euphoria del Sim, qui est une course encore plus longue, qui fait 230 km et 20 000 mètres de dénivelé, avec cette fameuse Nerea Martinez, qui pour moi était une idole que quand je suis arrivé avant-dernier, là dans lui. Donc tout a été très vite. Et après, il y a eu un gros changement dans ma pratique. C'est que en 2018, grâce à Gilles Dangean et à l'organisation du Mont-Calm, Gilles est venu voir et il m'a demandé d'organiser un ultra-trail. Et donc c'est là qui est né l'ultra. C'est même plus l'ultra-trail, c'est l'ultra. De toute façon, l'ultra-trail c'est déposé. Mais nous on fait de la montagne, donc c'est un ultra de montagne. La référence qui est devenue maintenant presque une référence internationale de l'ultra de montagne, parce qu'on fait quelque chose de tellement différent, qui est la Pika Pika. Et avec la Picariège, donc j'ai pu, grâce à ça, me réorienter professionnellement. Donc j'ai passé 8 mois professionnellement à travailler que pour le Mont-Calm pour créer ce projet fou, parce que c'est un projet fou. Et après, le Mont-Calm a mutualisé mon emploi avec l'Ariégeoise, donc ça fait 4 ans où maintenant je travaille pour l'Ariégeoise et pour les courses du Challenge du Mont-Calm. Alors si on s'arrêtait là, on pourrait arrêter l'émission, parce qu'on a presque fait le tour. Alors moi je voudrais qu'on se retrouve cette année, en 2022. Après, on disait, je voudrais dire une reprise, après un Covid qui t'a un peu secoué. Ça s'est passé comment? Ah, mais j'ai chopé le Covid au mois de décembre, donc j'ai passé tout le mois de décembre dans mon canapé, j'ai chargé. Et donc j'ai repris le sport au mois de janvier, après mes 4 semaines sans le moindre effort physique, ce qui m'arrive jamais. Donc je suis reparti de zéro. Et donc on s'était vu à l'occasion de la vidéo de l'enregistrement pour Thierry. Et donc j'ai fait forfait sur une course qui me tenait à cœur au Mexique, que je n'ai pas pu aller au mois d'avril. Et voilà, et donc ma saison 2022 a été complètement chamboulée. Mais on s'est rattrapé, on a fait d'autres objectifs, comme toujours, de savoir rebondir. Et d'ailleurs, le premier objectif de ma saison qui s'est super bien passé, c'était en Écosse, où j'étais. Ah oui, donc tu repars de plus belle après cette interruption. Oui, clairement. Et tu choisis donc ce défi qui est assez quand même aussi, quand on disait tout à l'heure, atypique, parce que beaucoup de coureurs ne le font pas. D'abord, comment tu le choisis, ce défi? Comment tu t'imagines en 2019? Parce que donc ça, c'est... comment tu t'imagines cette... En fait, ce qui s'est passé, c'est donc dans ma pratique sportive, en 2016, quand j'ai gagné la Ronda del Sim, en fait, c'est des courses, comme tout le monde connaît, des courses balisées, avec des ravitaillements partout. Et très vite, pour moi, la montagne, ça a été synonyme de liberté. Et j'ai toujours voulu toujours plus de liberté. Et lorsque sur la ligne d'arrivée de la Ronda del Sim, j'ai dit mais maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire quoi? Et là Gérard, l'organisateur, il me dit Nahu, l'année prochaine on fait l'Euphoria, c'est des courses en binôme. Alors moi j'ai toujours aimé le binôme parce que j'aime partager, sans balisage, donc là pour la liberté, donc c'est toi qui fais ta trace, tu suis une trace mais c'est toi qui t'as pas un fagnon tous les 10 mètres qui te dit voilà quoi. Et en autonomie, donc avec un ravitaillement tous les 50 km. Sauf que 50 km avec 6000 mètres de dénivelé, même quand tu es devant, tu mets au moins 12 heures à les faire. Et en fait, cette recherche d'autonomie a fait que début janvier 2017, pour la première fois, avec Rémi Gégard, le journaliste, je me suis rendu en Angleterre pour faire un des 3 rounds, le Bob Graham Round. Et en fait, c'est des défis, il y en a un en Angleterre, un en Écosse et un au Pays de Galles. C'est des défis où on doit faire un nombre de sommets définis en moins de 24 heures pour le réaliser. On passe par où on veut, bien sûr il y a une route préférentielle, on le fait dans le sens qu'on veut, on part quand on veut, et voilà, il faut le faire en 24 heures. Donc j'ai fait une première tentative au mois de janvier à Bob Graham. J'aurais dû faire une deuxième tentative avec des amis espagnols au mois d'avril, mais ma fille était hospitalisée, donc j'ai pas pu y aller. Et j'ai réussi Bob Graham en 2000, c'était juste avant le Covid, donc c'était 2019. 2019 avec on a fini Bob Graham. Et entre temps, j'avais été voir aussi ce qui se passait en Écosse, parce que là le Ramsay Round, et j'avais fait une tentative en 2017 avec des amis espagnols, pareil. De la même année que Bob Graham, j'avais été fin d'année 2017 tenter une première tentative à Ramsay. Et donc en fait ces rounds ils sont gérés par des clubs, et donc on était parti le tenter fin octobre. Et donc on leur a envoyé un message, on est telle personne, on va tenter là. Et là la personne qui gère le club me dit mais ok, Bob Graham ça peut se faire en hivernal, Ramsay il n'y a jamais personne qui l'a fait en hivernal. Donc c'est bien, vous êtes costaud, mais ça va être compliqué.
ah bah ça n'a pas loupé, au bout de 40 km, on est rentré au pub parce que les conditions. Donc je connaissais bien, je savais à quoi m'attendre. Je l'avais mis au programme de ma saison 2020. Et bon, avec le Covid, ça a été annulé. Et donc, quand il a fallu rebondir après le Mexique, le forfait, là on revient en 2022, après le forfait au Mexique, il fallait des choses qui me fassent rêver. Et donc là, c'était l'occasion d'aller finir ce Ramsey Rand. Et d'ailleurs, notre entretien lors de la venue de Thierry, c'est là où Thierry, je lui ai dit, quand Thierry en aparté, après il m'a dit, Nahu, qu'est-ce que tu vas faire pour rebondir et tout ça. Et je dis, bon, moi, je pense qu'au mois de juillet, je vais aller faire Ramsey. Il m'a dit, compte sur moi, je serai là pour t'aider, je te mettrai dans les meilleures dispositions. Et Thierry est un grand sportif, est un grand homme. Et on a acté sa présence pour m'aider à Ramsey lors de l'enregistrement de l'émission de Thierry. Voilà, parce qu'il faut être accompagné, fait le code pour le faire. C'est ça, il faut être accompagné. Sur Ramsey, je n'ai pas été accompagné pas tout le long. Oui. Pas tout le long, mais il faut être accompagné. Et donc j'avais pour Ramsey on a fini au mois de juillet, parce que je dis on, parce que l'aide de Thierry et de Philippe Lacube, qui était mon deuxième pacer, c'est un accompagnant, qui était mon deuxième accompagnant, m'ont vraiment beaucoup aidé dans cette réussite. Et on a bouclé la boucle en moins de 24 heures. Et voilà, il y a eu un film qui va sortir à cette occasion-là. On a vécu un grand moment très fort humainement, comme toujours. Et c'est un peu le sel, c'est que avant je faisais beaucoup de compétitions, et de suite maintenant je fais plus des aventures, parce que c'est le partage, ce qu'on vit, ce qu'on a vécu là-bas et ce qu'on vit à chaque fois, et ce que j'ai encore vécu, que ce soit au mois d'août sur le GR26 en Andorre avec Camille et Thomas, et là plus récemment à la Tout Volcano, c'est que c'est extraordinaire, on vit des grands moments de vie. Alors, on va préciser que c'est le premier Français à pouvoir boucler la Ramsey. Ouais, bon après ça. Oui, et c'est. Non, c'est le 14 juillet. C'est rutilant. C'était vrai. Ça, c'est le 14 juillet. C'était vrai pour la fête nationale. Pour la fête nationale française, donc voilà. Alors, oui, effectivement, on dit que c'est le plus grand trail de montagne de l'Écosse, mais c'est que d'Écosse, entre parenthèses. Comment ça se fait que d'autres Français, juste rapidement, n'y vont pas Je pense qu'il y a un déficit de notoriété. Clairement, ouais, c'est que. On le voit dans la pratique du trail. C'est que les gens, très souvent, ils veulent faire quoi? Ils veulent faire l'UTMB. Pourquoi? Parce que tout le monde dit, ouais, l'UTMB c'est extraordinaire. Ils sont contents, ils sont assimilés, ils ont une belle veste finisher. Et non, c'est totalement aseptisé. Sauf qu'en Écosse, à 1000 mètres d'altitude, tu es en haute montagne. Dans des conditions qu'il n'y a pas l'UTMB, où c'est que des chemins aseptisés, où ils balayent les chemins avant, et ils font croire aux gens qu'ils sont en montagne, mais sauf qu'ils sont autour des montagnes. En fait, c'est des montagnes très rustiques, très rudes, avec des conditions très difficiles, où le temps change. Et clairement, et c'est très technique, c'est engagé, il y a des crêtes, et c'est surtout que quand je reviens à quelqu'un qui connaît pas le monde du trail, je lui dis ouais, j'étais fait en Écosse, t'as fait quoi? Ouais, j'ai fait le Ben Nevis, 1300 mètres. 1300 mètres pour un Français, on pense que c'est une colline quoi. Ah ouais, bon. Oui. Alors que si tu dis tu vas faire le TMB, les gens ils vont dire oh oui, celui-là c'est un grand montagnard. Ah oui, oui. Non, là-bas c'est vraiment la montagne pure, telle que je l'aime. La montagne n'est pas du tout marquée par l'homme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace de peinture. Tout est vierge, tout est très sauvage. Et moi, c'est la montagne que j'aime, un peu comme l'Ariège, finalement. Et d'ailleurs, avec Thierry, le premier jour, on a eu la chance d'aller repérer. Et sur les crêtes autour de Ben Nevis, on a fait des stories. Ils nous ont dit, mais vous êtes au Mont-Calm. Parce que au-dessus de 1000 mètres, en dessous de 1000 mètres, tout est très vert. Et après 1000 mètres, il y a tellement de vent tout le temps en permanence. Les conditions, elles sont. Mais j'avais un reportage qui était passé au Journal de France 2 où il parlait de ce microclimat qu'il y a au Ben Nevis. Et en gros, à 1300 mètres d'altitude, c'est des conditions de haute montagne entre 3000 et 4000 mètres ici. Donc c'est très rustique. Et après, donc là, il y a dans le prochain Nature Trail qui va sortir pour janvier-février, il y a un article avec les photos de David sur ce qu'on a fait. Et j'espère que ça va donner envie à beaucoup de Français de le faire. Et là, Thomas et Camille, avec qui j'avais fait l'aventure en Andorre au mois d'août, eux, ils y ont été cette année au mois de septembre. Eux, comme toujours, ils font les choses en grand. Et ils ont fait les 3 rounds, ils ont tenté les 3 rounds, et avec les liaisons à vélo. Et donc, au fur et à mesure, j'espère qu'il y a pas mal de Français qui iront voir la montagne écossaise parce qu'elle mérite vraiment le déplacement. Alors il reste dans ce défi le Pays de Galles. C'est ça. La troisième. Est-ce que c'est prévu au chez Mike calendrier? Ouais, oui, c'est chez Mike en plus. C'est ici. Mike me fera le guide. Voilà. Ouais, non, c'est prévu pour 2023. Là, clairement, j'irai. Alors, le projet initial, qui me trotte de la tête depuis un moment, mais je ne sais pas si financièrement ce sera possible, et parce que ça demande beaucoup de... Comme ma pratique me demande... Heureusement j'ai des partenaires qui m'aident énormément, mais sinon ce ne serait pas possible. Mais en fait le gros projet, ça serait de partir en vélo de route, avec mon gravel, de partir avec des pneus de route jusqu'à
ça peut être Lorient, ça peut être un autre port, traverser en voilier, aller jusqu'au Pays de Galles en vélo de route, faire le run et revenir, changer les pneus, revenir en gravel, pareil avec une traversée de la Manche en voilier. Donc je l'ai parlé dans un podcast, il y a déjà des gens qui seraient prêts à me faire pour traverser la Manche en voilier. Mais le problème c'est que financièrement, si j'arrive à boucler un budget pour ça, ça serait le but d'y aller sans empreinte carbone. Malheureusement, je ne sais pas si j'arriverai à avoir le soutien des partenaires pour réussir ce projet fou. Et si dans ce cas-là, ça sera juste, malheureusement, on fait le plus possible pour l'environnement, mais des fois on est obligé de prendre l'avion. Et donc je ferai que le rendre, mais c'est prévu pour 2023, pour ma saison 2023. Quand je disais tout à l'heure à Tipeee que je rajouterais, vous êtes un peu fou quand même. Oui. Quelque part. Ouais, non, mais je pense que il en faut. Ouais. Il en faut dans un monde où tout est aseptisé, où de casser un peu. En fait, mais casser des codes, c'est même pas un casser des codes. C'est juste de revenir aux sources de ce qu'on est vraiment. L'être humain n'est pas fait pour rester dans notre canapé, à regarder des séries ou à regarder Hanouna et bouffer des chips tous les jours, quoi. On n'est pas fait pour ça. Donc je sais qu'il y a un modèle sociétal qui fait que malheureusement les gens regardent un peu trop Hanouna, mais clairement ça leur fait des fois ça serait bien de se retrouver. L'être humain foncièrement, je pense, c'est comme mon avis, ça n'engage que moi, on n'est pas fait pour on n'est pas sédentaire, quoi. On est nomade. Donc c'est juste un petit retour aux sources. Alors ça c'est le petit côté, j'allais dire trail. Et puis il y a cette, alors une fois de plus, folie un peu en vélo. Alors on peut appeler ça comme on veut. Alors d'abord on va préciser aux gens que souvent, pour pas dire tous les jours, tu vas travailler le Seigneur du Falga à Tarascon ou à vélo. Ouais. Donc à un moment donné, ce vélo, bon, c'était pas inconnu. Et là aussi, tu t'en vas, donc on est au mois d'octobre donc 2022, c'est dans la même année que le Ramsey, quelques mois après, et là tu direction l'Italie pour quelque chose que là aussi, moi personnellement, je n'avais jamais entendu parler, mais moi je ne suis pas spécialiste de ça. C'est quand même une très belle opération, donc une organisation qui vous permet d'aller d'un point à un autre, mais ce point à un autre c'est quand même assez, mythique, c'est donc dans l'ordre du Vésuve, départ du Vésuve, au pied des Vésuves, pour arriver au pied de l'Etna. C'est pas à côté, 1600 km. Là aussi, quand on dit 1600 km, on pourrait dire ça, comme on dirait 15 km, bon 1600 km, en autonomie totale, non-stop. Alors quand on dit totale, c'est ça qui paraît complètement fou. On pourrait avoir une autonomie totale partielle, non, c'est total, c'est-à-dire que même l'organisateur ne s'occupe pas de vous. Vous dormez, vous mangez comme vous voulez, où vous voulez. Voilà, c'est quand même fou. Alors cette idée déjà, comment, alors ça s'appelle, en anglais tout Volcano Sprint, donc c'est la course des deux volcans. Comment sprint, on ne sait pas pourquoi. Oui, exactement. Alors comment on a l'idée aussi de faire ça quand on n'est pas spécialement cycliste? Déjà pour remettre tout en exergue, c'est que il y a 2 ans, je ne savais pas me servir de caloto. En fait, ça fait que 2 ans que je fais du vélo. Parce que ça fait 4 ans que je travaille pour l'Ariégeoise. Et Jean-Claude Échelle, le président ou Patrice Vidal, m'a dit un jour tu te feras du vélo. Parce qu'en plus, c'est très complémentaire avec le trail. Et d'ailleurs, je le vois, c'est que d'ailleurs, une des décisions pour faire tout le Volcano, c'est parce que je suis blessé. La course à pied me fait mal depuis le mois de mai. Donc je suis blessé en trail, je ne suis pas à 100% de mes moyens. Donc je fais du vélo. Et on m'a dit tu te mettras au vélo. Sauf que moi, la pratique du vélo, comme les pratiquants de l'Ariégeoise le font, clairement de tous les dimanches aller se faire la course les uns contre les autres à chaque pancarte de village ou de faire comme Strava, ça m'a jamais fait rêver. Par contre, il y a la première année du Covid, donc en 2020, avec toujours Thomas et Camille et plein d'autres amis, on a réalisé un projet qui s'appelle Sur la trace de mes rêves. J'avais créé la Pika Pika et donc on a créé la Pika Pika sur format 100 miles, donc 150 km et 15 000 mètres de dénivelé. Donc on a fait ça, d'ailleurs il y a un film qui est en ligne sur notre aventure, et donc on a fait ça sur 50 heures, parce que c'est une Pika Pika sur les 3 pays Pyrénées, un chantier énorme. Et Camille et Thomas, le week-end d'après, ils m'ont dit Nahu, on va faire la netto en récupération. Ah, je dis ouais, mais il me dit on part de Toulouse à vélo. Je dis mais moi les gars, j'ai pas de vélo, je fais pas de vélo. Rejoins-nous à l'Hospice de France et tu feras que la netto. Donc moi j'ai pris ma voiture, j'ai été à l'Hospice de France et j'ai vu mon Tom-Tom et Camille qui sont arrivés avec les vélos depuis Toulouse, avec les piolets sur les sacoches et tout ça. On a été faire la netto depuis l'Hospice de France, donc il y a 35 km et 3005 de D+. On est parti à midi, à 20h on était revenu au vélo. Et après ils sont, à 22h plutôt, 22h.
Et après, ils sont descendus en vélo Luchon, j'ai bu un café avec eux, et ils sont partis à Toulouse à vélo. Et là, je me suis dit, mais Nahu, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et en fait, le déclic de ma pratique de vélo, il a été là. Donc, je suis revenu chez moi, en voiture et tout ça, et ils me disaient, mais toute la nuit, et en fait, j'avais les yeux qui brillaient quand je les ai vus faire. Et je suis revenu chez moi, je dis, bon, mais je vais ressortir le vélo de ma belle-mère, parce que j'avais pas de vélo, parce que le vélo aussi, ça coûte cher. C'est une pratique qui coûte cher. Financièrement, voilà, j'avais pas les moyens de me... D'ailleurs, j'ai mis du temps à avoir un vélo. Donc, j'ai fait du vélo pendant ma première année, j'ai fait du vélo avec le vélo de ma belle-mère, taille S. Triple plateau, et j'ai commencé, je sais pas, une des premières sorties que j'ai fait, j'étais faire 170 bornes. Je suis revenu au bureau de la Rigeoise, tout content de moi. Patrice, oui, j'ai fait ma première sortie vélo. Ah ouais, t'as fait quoi? 170 bornes. Non mais Nahu, 170 bornes, c'est pas une première sortie de vélo. Mais en fait, pour moi, je sais plus, j'avais mis 6 ou 7 heures. Pour une journée d'été, c'est presque une journée de récup par rapport à ma pratique de montagne. Je fais des 10-12 heures, 15 heures de montagne. Et donc, j'ai accroché de suite. Et donc par rapport à ça, à la Rigeoise, on discutait, et il y a eu la mouvance de l'ultra qui s'est mise en place, la mouvance du gravel. D'ailleurs que Mike, qui me reçoit ici, m'a fait découvrir pas mal de choses avec le gravel, parce qu'une de mes premières sorties gravel, je l'ai fait avec Mike, avec le vélo qui est derrière moi. Gravel, précise-nous. Mais gravel, c'est un vélo comme de ce type-là. En fait, c'est un vélo de route. Juste, on peut mettre des vélos, en gros, on peut mettre des roues soit de route ou des roues de VTT, où on peut aller sur les chemins. Sur les chemins ou en montagne, où là on fait une pratique, sauf qu'on n'a pas la suspension, donc ça demande plus de pilotage qu'un VTT, et de passer dans des endroits un peu moins engagés, mais on peut vraiment se faire plaisir. C'est la liberté, le gravel. C'est vraiment la liberté. Et d'ailleurs, donc, la Tout Volcano, c'est une course sur route, où il y a des parties gravel, mais c'est une course sur route, et moi j'avais un vélo gravel, parce que ça permet de... Donc j'ai découvert cette pratique du gravel, et ça m'a happé, et donc en 2 ans plus tard, j'ai fait ma première course de vélo de ma vie, et la Tout Volcano. Et donc la genèse de ça, c'est qu'il s'est passé, c'est que donc la Pika Pika, donc on était ensemble sur l'organisation de la Pika Pika. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est très dur à organiser, parce que pendant 55 heures, je dors pas, ou je dors, tu as bien vu, on est décalqué. Hein. Et donc par rapport à ça, après, Thomas et Camille, ils étaient sur le projet à faire ça. Philippe préparait la diagonale. Des amis, ils étaient autour des géants. Tout le monde avait sa foisonnée de projets. Et moi, je pouvais pas courir. Enfin, je pouvais pas me lancer dans un projet de course parce que je n'étais vraiment pas à 100%. Et d'ailleurs, je traîne encore cette blessure. Et donc, j'ai vu que la Tout Volcano, les inscriptions ont été ouvertes. Et en fait, j'ai connu la Tout Volcano parce que sur le projet du Mexique, la course que j'aurais dû faire avec Thierry, il y avait une des stars de la discipline, qui s'appelle Steven Le Yarrick, qui était avec nous dans le projet. Il était invité à courir aussi. Et donc on a un peu sympathisé dans ce cadre-là. Et donc lui l'année dernière, il avait fait deuxième. Il avait filmé sa course, son aventure, parce que c'est pas une course, c'est une aventure. Et ce qui m'avait marqué, c'est qu'il a fini deuxième de la course. Et il filmait son arrivée. Et en fait, il trouvait pas l'arrivée parce qu'il y avait personne qui l'attendait. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je dis putain, mais c'est extraordinaire. Ça fait 2-3 jours qu'il met des panoramas extraordinaires. Il arrive à l'arrivée, il n'y a personne. Là, c'est l'essence que moi je recherche. Voilà. Je veux pas tout le côté bling bling de l'UTMB. Moi, je veux des choses authentiques. Et là, pour le coup, donc ce que j'ai fait, c'est que un soir de septembre, avant de m'inscrire, il restait quelques jours avant de s'inscrire. J'ai envoyé un message à Steven. Et j'ai écouté des podcasts, mais j'ai envoyé un message à Steven. Et un soir à minuit, ouais, Steven, j'aimerais faire Tout Volcano et tout ça. De suite, il m'a répondu. Et moi, je voulais être rassuré parce qu'en fait, il y a plusieurs, dans la pratique de l'ultra-distance à vélo, il y a plusieurs sortes de pratiques. Il y a des courses où il n'y a que des checkpoints, où les gens font leur propre route. Il y a des courses où tu passes par des routes très fréquentées. Et il y a des courses où, comme là, à Tout Volcano, tu es obligé de suivre une trace imposée. Donc les 1600 km, on est obligé de suivre une trace. Et moi, ce que je voulais savoir après de Steven, c'est est-ce que la trace était vraiment faite sur des axes secondaires et vraiment qu'il n'y ait pas trop de risques. Oui. Parce que clairement, de rouler à vélo, c'est dangereux, c'est très dangereux. Oui, puis jour et nuit. Jour et nuit, presque la nuit, c'est presque plus sécurisant parce que les voitures, tu les vois arriver, le rapport n'est pas le même. Mais en France, de rouler sur des nationales, des routes à camion, moi, mourir sur une crête en montagne, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose que j'étais confronté et je sais ce que ça peut me faire écraser par un camion. Et donc Steven m'a dit non mais la trace elle est super sauvage, c'est que les petites routes, il m'a dit vas-y fonce, il m'a dit par contre c'est dur. Et j'ai dit ouais, en plus ça fait 1600 km, il m'a dit parce que l'année dernière c'était la première année que ça faisait 1600 km, l'année dernière c'était 1100, donc c'est ça. Qui avait fini deuxième, qui est une légende du sport, il m'a dit 1100 km c'est dur. C'est dur. Alors 1600, il m'a dit et donc il m'a dit mais vas-y fonce. Donc j'ai écouté un podcast de Spotzel qui va finir de me convaincre. Et après j'ai présenté à Pauline, mon épouse. J'ai dit voilà, j'ai envie de faire ça. Alors je sais pas du tout où je vais. Je sais pas si je suis capable de le faire. Je sais pas
combien de temps ça va me prendre, et savoir un coût, parce que c'est un coût matériel qui est énorme, parce que il faut s'équiper, parce que c'est des équipements. J'ai eu la chance d'être en trail pendant 6 ans, d'être sponsorisé, donc d'avoir beaucoup de matériel, mais en vélo, mais je pars de rien. C'est pas avec le vélo de ta belle-mère. Et non, c'était pas tout le jeu de D'accord, merde. d'accord. Donc ça, Ok. ça fait un an que, D'accord, que d'accord. j'ai un gravel. Et donc je suis parti, je me suis inscrit à Tout Volcano. Alors s'inscrire, c'est une chose. Déjà, une chose qui m'a vraiment, ce que j'ai vraiment aimé dans la démarche, c'est que le coût d'inscription qui est de 250 €. Donc on a une balise GPS, on a le tracé et presque rien quoi. Une pizza Ah oui, à la oui, course c'est rien pour et moi. un arancini, une bière à la fin et un repas de finisher quoi. Et la balise GPS, mais en fait de suite ils te mettent à l'aise sur le site, ils te disent voilà, nous nos partenaires, ils couvrent vos frais de participation. Les 250 €, on les reverse à une association du territoire. Et ça j'ai trouvé la démarche extraordinaire. Mhm. J'ai dit ben là. Et donc je me suis inscrit. Et donc s'inscrire c'est facile. Et après donc je me suis inscrit le dernier jour d'inscription. Donc il restait même pas un mois avant le départ. Et après c'était parti pour l'aventure quoi. Alors, c'est bon, il a fait beau ou pas? L'ensemble? Alors c'est une course qui est réputée, même si c'est dans le sud de l'Italie, pour avoir des intempéries très fortes. L'année dernière il y a eu beaucoup de casse. Et bien cette année pareil on y a goûté. Mais on y a goûté pendant 12 heures très intensives. D'accord. De pluie d'orage. Et après la météo, à part ces 12 heures très intensifs où grâce à ça on s'est arrêté, on en parlera dans le déroulé de la course, mais à part ces 12 heures très intensives de pluie puis d'orage où là c'était des seaux d'eau pendant 12 heures, après on a une météo on va dire très clémente. Donc, tu es allé quand même en voiture? Non, j'y suis allé en avion. Ah, pardon, oui. Je suis en avion parce que- Non, j'allais dire, tu passes allé en vélo. Non, j'y suis Tu pas aurais allé. pu. Ben, le truc c'est que professionnellement ça se fait entre la Oui, joie oui. et le mental, mais en plus comme c'est des jobs passion, ben, je compte pas mes heures. Oui, 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 non, non. Donc, je crois, j'ai même fini d'envoyer des mails. La course était lancée, je finissais d'envoyer mes mails, ou à 5h du matin avant le départ, j'envoyais des mails encore pour le boulot. Donc, non, j'ai pris l'avion la veille, je suis arrivé à Naples. Donc là, la première aventure dans l'aventure, c'est que comme ça fait que 2 ans que je fais du vélo, j'ai des connaissances mécaniques très limitées, même si j'apprends, et j'adore apprendre. C'est vraiment une chose que j'aime dans ma vie, c'est apprendre. Donc, mais le problème, c'est que quand je me retrouve à l'aéroport avec mon vélo dans le carton, il faut le remonter. Donc là, heureusement que je suis arrivé, donc j'ai remonté mon vélo dans l'aéroport de Naples. Alors les gens ils m'ont pris pour un fou. Ah, oui, ça. Et je suis parti, donc j'ai fait une trace pour aller jusqu'au départ. Et sauf que je me suis très vite un peu perdu dans la trace, et surtout quand dans la trace, on sait pas trop. Et je me suis retrouvé, en plus il y a une série que j'adore, dans un quartier, on aurait dit Gomorrah quoi. J'étais vraiment dans les bas-fonds de Naples, dans les quartiers, c'est vraiment avec des mecs qui sont arrivés. Et je me dis, oh, là, c'est ça, les aventures, ça a commencé. Et de suite, le mec, il m'a mis super à l'aise. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je vais à Ercolano, donc c'est à 15 km. Puis il me dit, oh, mais c'est super loin. Je dis, si tu savais où je vais finalement. Et donc, les mecs, de suite, et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que les gens en Italie, pendant les 1600 km, les gens, ils sont adorables. C'est-à-dire que même dans les quartiers de Gomorrah à Naples, les gens, ils m'ont aidé. Ils ont été super adorables avec moi. Et après, pendant les 1600 km, on a fait, parce que quand on voit, j'ai fait la Calabre, j'ai fait la Sicile. Là, de suite, on te dit la mafia. La mafia, là-bas, les vélos, on les laisse. Moi, j'ai un vélo, voilà, c'est un vélo entrée de gamme, on va dire. Donc, un vélo entrée de gamme, ça va vite. Il y a vite 3 ou 4 000 € de valeur. Mais il y a des amis et des coureurs, ils ont des vélos à 10 000 €. Et tu les laisses dans la rue, personne ne touche. On a tous les cadenas, on a tous nos prix de cadenas, on les a trimballés, on les a pas utilisés. Parce qu'il y a un respect qui est extraordinaire. Et ça, de toute façon, du début à la fin, ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est l'accueil des gens. Et c'est un peu pour ça qu'on fait ça. C'est aussi ça. C'est aussi ce partage, comme tu disais, dans un pays que tu connais pas. Pour la petite histoire, donc là, j'arrive au lieu du départ, je récupère. En fait, on a une casquette qui nous sert de dossard. Et je récupère, il y avait le briefing à 18h. On devait avoir le briefing à 18h30. Et donc, j'ai pris une chambre d'hôte juste à côté du départ, parce qu'on partait au pied du Vésuve. La première montée, on montait au Vésuve pour commencer. Et donc, les gens qui m'ont accueilli, donc par Booking, je m'attendais à un truc un peu commercial, tout ça. Je leur ai expliqué, et il y avait donc une cuisine aménagée. J'ai dit, où est-ce que je peux acheter des pâtes? Et la femme me dit, non, tu vas pas acheter des pâtes, moi je vais te faire les pâtes. Tu pars pour 1600 km de vélo, je vais te faire les pâtes. Non, si, je vais te faire les pâtes, c'est pas négociable. Je dis, bon, mais j'ai le briefing à 18h30. Et moi, je savais pas que le briefing, il t'offrait les pizzas pendant le briefing. Je savais pas. Et donc, je dis, bon, ben à 19h30, je suis là. On va au briefing. Donc, finalement, c'est une pizza partie, le briefing. Donc, je mange la pizza. Alors que je savais qu'il y avait des pâtes qui m'attendaient. Au fond, je pense pour 1100 bornes, donc j'ai fait des réserves. Et donc, au dessert, je pars.
je remonte, parce que j'étais en vélo, donc je remonte les 300 mètres de dénivelé. Et là, les gens qui m'hébergeaient, ils m'avaient fait une pasta alors, maison avec les pommes, les pomodoro, les tomates du Vésuve, le basilic du Vésuve. Extraordinaire, extraordinaire. Et les gens, ils ont refusé, je le paye. Il m'a dit, mais non, mais tout ce que tu vas faire, tout ça, ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Adorable. Et le lendemain matin, voilà, je me suis levé à 4h du matin et à 5h, c'était le départ au pied du Vésuve. Le départ est tous ensemble? Vous étiez? Tous ensemble. Le nombre? Il y avait 100 inscrits. C'est ça. Et on était une soixantaine au départ. Voilà. Et là, tu sais que, et c'est ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est totale autonomie. Total. Vous dormez où vous voulez, quand vous voulez, vous mangez où vous voulez, vous pouvez aller le droit dans les magasins. Et ils vous laissent. Ils s'occupent de quoi, eux? Avec la valise? S'il y avait un problème. S'il y a un problème. Oui, tu les appelles, c'est un problème. Voilà, c'est ça. Voilà. Ils s'occupent d'un suivi, ils s'occupent de la trace. Si par exemple, là, sur la trace, il y a eu 2 endroits, la route a été fermée. D'accord. Donc un endroit où on a forcé le passage, avec un collègue suisse, on en parlera après. Et un autre endroit où il t'envoie une autre trace sur un groupe WhatsApp. Il t'envoie voilà, de tel point à tel point, et maintenant il faut suivre telle trace. D'accord. Mais sinon, c'est ça que j'ai aimé dans la course, c'est que tu as un point de départ, tu as une trace GPS, et à partir de là, les règles elles sont claires. C'est que tu n'as pas le droit de rouler à 2 plus d'1 heure. Tu es obligé de rouler à 2 côte à côte, tu n'as pas le droit de te drafter, parce que ça aide beaucoup. Après, il y a certains, l'être humain, tu pourrais tricher, il y en a qui l'ont fait. Oui, mais tu restes à 2, 1 heure. T'as pas le droit d'entraide et surtout tu as accès à tout ce qui est dans le commerce. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la course est lancée, si toi tu viens me faire assistance, tu n'as pas le droit de me donner quelque chose. Il faut que ce que je bénéficie, tout le monde puisse en bénéficier. Donc c'est ce qu'il y a dans le commerce. Tous les services marchands. Il y a des coureurs qui étaient là en vacances et qui ont dit, mais moi je fais 250 km ou 300 km parce que je crois qu'il faut faire, pour réussir dans les temps, il faut faire à peu près 270 km par jour. Et donc le mec, il avait fait des étapes de 250 ou 300 km, il s'était pris une nuit d'hôtel à chaque fois, même s'il restait pas longtemps à l'hôtel. Ouais. Tu fais ce que tu veux. D'accord. Donc moi j'étais parti, j'avais pris beaucoup de matériel parce que je maîtrise pas la discipline. Et en fait que je me suis rendu compte quand j'ai vu les autres vélos comme ils étaient légers par rapport au mien et par rapport au matériel que j'embarquais. Mais autant en montagne, je peux vraiment optimiser mon matériel parce que je maîtrise l'environnement, entre guillemets, on ne maîtrise jamais totalement, mais on maîtrise sa pratique sportive. Je maîtrise ma pratique sportive en montagne, sur un ultra, autant en vélo, c'était la totale découverte. Donc j'avais beaucoup de poids. Et comme m'a dit très justement un coureur belge qui s'appelle Anatole Niemi, qui est un peu la star montante de l'ultra-bike, et il m'a dit, tu portes le poids de tes angoisses. C'est ça. Mais c'est vraiment ça. Mais c'est ça, bien sûr. Et parce que je suis toujours modeste par rapport à la tâche. Je savais vraiment pas. J'ai laissé mon sac parce que donc il te laisse tu peux prendre un service supplémentaire qui est le transport de ton sac à dos. Donc tu leur donnes le sac à dos et ils te l'amènent en Sicile. Donc j'ai donné, au bout. À l'arrivée. J'ai donné mon sac à dos, mes affaires. Et pour le récupérer, il fallait que j'aille en Sicile. Ah oui. Donc j'avais quelques kilomètres à faire. Il fallait arriver. Donc, mais clairement, c'était pour moi, je suis parti là-dedans. Je savais pas où j'allais. Je savais pas comment ça se passait. Je savais pas comment mon corps allait réagir. J'avais eu une première grosse expérience d'ultra à vélo. Pour moi, l'ultra, c'est quand tu commences à faire 2 nuits. Quand tu fais une nuit, quand tu commences à faire 2 nuits, où j'étais monté à Paris depuis l'Ariège pour le mariage de mon meilleur ami l'été dernier. Après la Pika Pika, j'étais parti un lundi matin et j'ai fait 800 km pour monter à Paris voir mon pote, sauf que c'est plat, quoi. J'avais fait 800 km et j'avais fait 5 mm de dénivelé. Donc c'est plutôt plat. Donc j'avais cette mini-expérience, mais après, oui, des expériences de 300, 400. Pour préparer, j'avais été à la Skyrun, j'avais fait 400 bornes de nuit dans l'école des Pyrénées. Mais des sorties de 200, 300, c'est une chose. 1600, donc je savais vraiment pas où j'allais. Donc beaucoup de modestie par rapport à ça. Et donc on est parti, on a attaqué la montée au Vésuve à 5h du matin. Et là, tu arrives au Vésuve, le jour se lever sur la baie de Naples, tu descends avec les lampes des frontales, déjà, tu vis des moments que j'avais été pour la première fois de ma vie à Naples au mois de mars avec Pauline. Et là, 6 mois après, je me retrouvais à descendre de nuit des choses hors du temps, quoi. Et on partait pour 1600 km, donc je ne savais pas combien de jours. J'avais pris un billet retour le mercredi, parce que le jeudi, je devais repartir travailler pour le Montcalm et exposer au Salon des Templiers. Et donc j'avais pris un billet d'avion que je pouvais changer. Mais je ne savais même pas si le mercedi, j'allais être arrivé. Être là. Ouais. Donc je m'étais dit, si le mardi soir, tu n'es pas encore arrivé, bah, tu cherches une gare et tu vas prendre l'avion, quoi. Parce que je ne savais pas où du tout où j'allais. Et donc l'aventure était partie. Ça s'est passé premier jour. Premier jour, déjà, donc on monte au Vésuve, après on passe à Pompéi, et à partir de Pompéi, j'avais jamais été plus au sud dans l'Italie. Donc à partir de là, c'était la découverte. Donc une première journée, somme toute, qui s'est bien passée, c'est le premier jour, t'es frais. Hein. Ouais. D'ailleurs, mon frère m'a dit, profite de la première journée, c'est la première journée où tu vas pouvoir faire le plus de kilomètres possible, donc une très bonne journée, et une première nuit,
En fait, moi, mais par rapport à ma pratique de l'ultra, j'ai de l'expérience sur la gestion du sommeil, sur la gestion de la nuit. Courte. Ah oui, mais clairement, mais j'ai dormi 12 minutes. C'était ce qui était prévu. Je sais que je me connais, je sais que moi, le début de la nuit, ça se passe très bien, la nuit se passe très bien, et je commence à piquer du nez, même pour la première nuit, au lever du jour. Donc je m'étais dit, ben voilà, dès que tu peux, vers 5h du matin, 24 heures après le départ, tu dors 12 minutes et tu... Et là, c'est très bien goupillé, je suis dans un village, il fait à peu près 4h30, 5h du matin. Alors, t'as dormi où? Sur un banc, D'accord. banc public. Banc public, je posais le vélo, j'ai sorti ma doudoune, je me suis mis dans ma doudoune, et là, j'ai même pas sorti mon bivy de secours, je me suis mis ma doudoune, et j'ai dormi sur un banc 12 minutes. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que dans tous les cafés en Italie, il y a un aspect rural qui est très différent de la France. C'est que tous les petits villages ont un café, et ces cafés ouvrent à 5h du matin. Ah oui. Donc, je me suis. Et ça, je ne le savais pas encore. Et donc, je me suis réveillé à 5h10 de ma sieste où j'ai rechargé mon vélo et je suis reparti. Et de suite, j'ai le café ouvert. Je dis, mais c'est extraordinaire. Tu peux dormir, la nuit, elle s'est super bien passée. Tu as dormi 12 minutes, tout le timing est parfait. Et en plus, tu trouves un café de suite. Alors là, tu t'enquilles 4 espressos pour commencer, et 2 croissants. Et ce que la première nuit, elle s'est tellement bien passée, c'est que je rattrapais beaucoup de coureurs. Et je leur expliquais, bon, on discute comme ça, je leur expliquais, c'est ma première course de vélo. Ils voyaient parce que j'avais un gravel, Oui, oui. et en plus j'ai pas trop de cycliste, quoi. Ils voyaient que j'ai pas fait du du vélo toute ma vie, hein. J'ai pas la soquette légère, comme ils disent. Et je leur expliquais, c'était ma première course de vélo. Mais le mec, à un moment donné, il me dit, non, mais là, tu sais que t'es super bien classé. Je dis, moi, je regarde pas le classement, ça m'intéresse pas, moi, je suis venu pour finir. On verra à la fin, et en fait, le fait de dormir très peu a fait que je me suis retrouvé très vite, très Voilà. bien placé. Voilà. Mais ça, ouais. Et donc je suis reparti pour la deuxième journée. Et là, la deuxième journée, je savais que potentiellement on allait avoir des intempéries. Potentiellement. Sauf que j'avais pas trop fait gaffe à la météo. Et donc la deuxième journée, j'étais très motivé parce qu'on allait jusqu'à Matera. Donc Matera, c'est un peu la ville où il y a le dernier James Bond, où la Passion du Christ, c'est une ville qui est magnifique. Et j'en parlais beaucoup avec Fabi, la secrétaire de la Rigeoise, qui a les photos de Matera dans le bureau de la Rigeoise. Donc ça me motivait vraiment d'y aller. Donc j'ai bien avancé jusqu'à Matera. J'ai découvert cette magnifique ville. J'ai mangé à Matera, il devait être midi. Et je suis reparti, il faisait gris mais salé. Sauf que 5 minutes après être reparti, j'ai pris des seaux d'eau, ça a commencé. Et à partir de là, on a pris de la pluie sans discontinuer jusqu'au lendemain matin. Donc deuxième nuit, donc l'après-midi sous la pluie, je me suis trempé, mais j'ai mis les affaires de pluie. Bon, mais on avance, hein. On avance, on avance moins vite. Moins vite, mais on avance. Et donc on avance. Et là, j'ai essayé de trouver des laveries. J'anticipais le fait de devoir sécher mes affaires qui étaient toutes trempées. Et en plus, ça rajoute du poids parce que dans des sacoches. Et donc, ça m'avait un peu perturbé cette histoire de sécher mes affaires pour le lendemain et tout ça. La nuit, comment j'allais faire. Et en fait, je suis sorti un peu de mon effort. Donc, j'ai oublié. Parce qu'en fait, on te dit pas, il n'y a pas de ravitaillement en eau. Donc, c'est toi, tu dois travailler ton parcours avant pour savoir où il y a des villes. Et en fait, très vite, tu te retrouves à 30 km sans village et sans point d'eau. Donc, je me suis retrouvé à pas trop boire parce que j'ai oublié, j'avais la tête. Et donc, je me suis retrouvé un peu en déshydratation. Donc, j'ai retrouvé de l'eau. Après, avec tout ce qui pleuvait, j'avais juste ouvert la bouche, mais ça ne suffisait pas. Et en fait, à la tombée de la nuit, je me suis retrouvé sans batterie. Mon téléphone n'avait plus de batterie. Mon GPS commençait à faiblir. Et c'est qu'en fait, quand j'ai commencé à prendre ma batterie mobile pour essayer de le recharger, je me suis rendu compte que ma batterie mobile était trempée. Ma plus grosse, j'en avais 3, mais la plus grosse était trempée. Et donc là, j'ai plus de téléphone, j'avais mon GPS, mais voilà. Et la pluie est devenue orage. Donc la pluie est devenue orage. Et là, clairement, il y avait 2 cm d'eau sur la route. Je suis arrivé dans un village de montagne. Et là, il y avait un carabinier qui était en patrouille. Pas voir où j'avais potentiellement un endroit de vie, quoi. Et je leur dis, excusez-moi, il n'y a pas un restaurant, un bar ou quelque chose, je peux mettre à l'abri, juste pour essayer que mon téléphone sèche, que je puisse le recharger, parce qu'en fait il se met en sécurité le téléphone. Il dit le prise jack est mouillé, vous ne pouvez pas le charger. Donc j'avais plus aucune connexion vers l'extérieur, à part ma balise GPS de l'organisation, mais j'étais à l'aveugle. Et donc les carabiniers m'ont emmené dans un restaurant, et là au moment de rentrer dans ce restaurant, j'étais tout trempé, je me dis mais jamais ils vont m'accepter, quoi. Et là, j'ouvre la porte, et les gens... Ah, entrez, il y a votre ami qui est là. Ouais, ils sont au courant un peu quand même. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, mais bon, parce que là, en fait, Anatole, le coureur belge, il avait fait pareil, il avait demandé à des gens qui l'avaient amené là. D'accord. Donc Anatole est arrivé 20 minutes avant moi, donc ils nous ont... Et là, moi je suis arrivé dans le restaurant, il était, je pense qu'il était 21h30, 21h, je sais plus trop la notion du temps, parce qu'on perd la notion du temps. Oui, oui. Et en fait, on est reparti le lendemain à 5h du matin. Donc là, les gens...
ils nous ont dit, bah, mettez le vélo sur la terrasse, mais j'ai enlevé toutes mes affaires, je me suis mis au sec. On a mangé une pasta, une pizza, des bières, café. Déjà, tu payes 20 €. Mais, les gens, ils ont été nous chercher les sèches-cheveux chez eux. Ils nous ont étendu tous les trucs. Ils nous ont aidés. Et là, à la fin, ils nous ont dit, mais on peut pas vous laisser partir comme ça. Et ils nous ont accepté qu'on dorme sur la terrasse du restaurant. On a dormi devant le restaurant sur la terrasse. Et donc, et comme il pleuvait, et avec Anatole, on dit, bon, mais on dort. Donc, on a dormi de minuit et demi à 5 h du matin pour partir à 6 h. Donc là, c'était ma plus grande nuit de l'aventure. Donc la première nuit, j'ai dormi 12 minutes. Là, j'ai dormi 4h30. Et au petit matin, comme on avait vu les prévisions, la pluie s'est arrêtée. Et on est reparti avec Anatole au petit matin. Donc on a fait notre heure en commun. Ensemble, voilà. Après, Anatole est bien meilleur cycliste que moi, donc il est parti. Il m'a dit, de toute façon, il faut qu'on s'arrête déjeuner, parce qu'on n'avait pas à manger le matin. Le premier café qu'on trouve, on s'arrête, on se retrouve là, on boit le café ensemble. Et donc le premier café, je vois le vélo Anatole, on s'arrête. Voilà, pareil, 4 espressos, 3 croissants, 4 bouts de pizza. Après, moi, là, une des erreurs que j'avais fait aussi, c'est que j'avais pris beaucoup à manger sur moi, et que je portais dans mon sac. Sauf qu'on s'arrête pour acheter de l'eau, donc tu es obligé. Donc, là, très vite, au bout de 3 jours, tu achètes tes barres énergétiques. En fait, c'est même plus des barres énergétiques. Tu achètes dans les cafés, quoi. Tu achètes des chips, tu achètes des. Il ne vous oblige pas de porter sur vous des calories? Non. Une quantité de calories, d'accord. Non. D'accord. Le seul truc qui est obligatoire, c'est l'éclairage la nuit, le gilet fluo la nuit, et après, je pense que c'est les seules choses qui sont obligatoires. Il y a une grosse responsabilité. On est responsabilisé. Et ça, c'est vraiment aussi pourquoi je cherche ça. C'est qu'on te met par rapport à la difficulté de la chose, et après, tu es libre par rapport à ça. D'ailleurs, à aucun moment, ils nous ont contrôlé le matériel obligatoire, quoi. On sait ce qu'on fait. C'est ça. Clairement, on responsabilise les gens. Et moi, j'aime cette société où on te responsabilise. Tu vas faire quelque chose d'extrême, mais tu connais les causes, tu connais les conséquences. C'est cette fameuse liberté qui te plaît et qui te permet effectivement de mettre ses courses dans un contexte, je dirais que, comme tu disais, qu'on ne connaît pas tous les jours, où c'est balisé, où il y a du ravitaillement, où il y a des trucs, il y a un peu l'aventure. Ah, clairement, mais c'est une grosse aventure. Mais d'ailleurs, après, ça s'est un peu retourné contre moi aussi, parce qu'une aventure comme ça, de toute façon, l'ultra-endurance, si tu pars dans le principe que tout va bien se passer, et que tu espères que tout va bien se passer, c'est pas possible. Parce qu'il va toujours t'arriver quelque chose qui va faire dérailler la machine. Et physiologiquement, tu sais qu'à un moment donné, tu vas souffrir, parce que ce que tu fais subir à ton corps implique une souffrance. Donc tu sais que tu vas souffrir. Et c'est pareil, si tu dis que tout va bien se passer dans l'aventure, c'est pas possible, parce que tu sais, c'est tellement long qu'il va se passer quelque chose qui va dérailler. Et c'est comment tu gères ces moments-là qui sont super enrichissants. Et donc, avec Anatole, on repart. Donc on repart après le bar, on fait 1 heure en commun. Et juste avant 45 minutes, au bout de 45 minutes qu'on est ensemble, on en parle en plus, parce que moi je découvre, donc j'aime apprendre, donc j'échange, et je lui demande s'il roule en tubeless ou s'il roule en chambre à air. En gros, en tubeless, il n'y a pas de chambre à air, et lui il roulait avec les chambres à air. Moi je roulais en tubeless. Et il crève. Donc il me dit, bon bah je répare ma chambre à air, et on se retrouve, on pourra refaire 1 heure, comme ça tu vas prendre de l'avance, on pourra refaire 1 heure ensemble. Sauf que je l'ai revu 2 jours plus tard. Parce que, il a crevé, sauf qu'on n'a pas le droit de s'entraîner. Donc moi je lui disais, ça va, je suis parti. Et on n'a pas le droit de s'entraîner. Donc les coureurs qui lui passaient, ils avaient d'autres chambres à air pour qu'il puisse réparer, parce que lui son trou était trop gros, il ne pouvait pas le combler. Mais il ne pouvait pas l'aider. Donc il s'est tapé 21 km avec ses cales de chaussures à pied. C'est pour ça qu'il m'a rattrapé que 2 jours plus tard. D'accord. Et donc de ce moment-là où j'ai quitté Anatole sur sa crevaison, j'ai revu un concurrent 38 heures plus tard. Et donc là, comme j'ai dit, la batterie mobile, ma plus grosse batterie mobile que je portais avec moi, de 20 000 mAh, elle a pris l'eau, donc elle était morte. Donc je me retrouvais avec 2 batteries mobiles. Et donc je commençais à être rationné sur mon téléphone. Donc je ne pouvais plus trop communiquer. D'ailleurs, on a essayé de communiquer ensemble pendant le truc. Et je ne pouvais plus trop communiquer. Et en fait, les 35 heures que j'ai vécues, le deuxième jour, ça c'était, je dis pas de bêtises, c'est le 3e jour, quoi. Donc j'ai quitté Anatole le 3e jour, parce que le 3e jour, ça s'est très bien passé, très belle journée, j'ai fait sécher toutes mes affaires sur mon vélo, très bien passé. La nuit, c'est bien passé, et c'est la journée d'après, où la fin de journée, j'ai commencé à souffrir la solitude, parce qu'à un moment donné, j'en avais marre d'être tout seul sur mon vélo, au milieu de... Et comme quoi, ce qu'on vient chercher, des fois, il faut savoir qu'on est humain, et que ça peut se retourner contre nous. Franck, attention, on a le retour. Ouais, alors 2 secondes. S'il y en a eu, tu peux arrêter de taper sur le bar. Qui? Moi. Ah oui. Ouais, parce qu'il y a le micro. Ah pardon, je l'ai même pas vu, Oh putain, t'aurais dû me le dire avant, Franck. Par contre, Ouais. tant qu'on y est en coupure, Franck, j'ai pas le retour à l'oreille.
Ouais, je t'ai coupé parce que je voulais te Non, c'est pas grave, c'est signaler, pas grave. mais- C'est pas grave, je me suis enlevé l'autre pour bien l'écouter, il n'y a pas de problème. On peut. Je peut... le remets. Ah, Ok. pardon, Franck. Non, non. Non, non, il n'y a pas de souci. Mais moi, je l'ai même pas vu en plus. Ouais, c'est moi qui tape là. Et oui, alors du coup, si tu me parlais, moi, j'entendais pas. Mais je n'osais pas te parler. Ah bon, d'accord, ok. Bon, mais c'est bon parce que du coup, il a bien un coup, ça va. Ouais. Moi aussi. Mais moi, c'est surtout lui qui parle. Ça repart. Allez, c'est reparti. Oui, donc ce que j'étais venu chercher au bout d'un moment, avec la fatigue et tout, ben, ça s'était tourné contre moi. Donc j'ai eu un gros coup de moins bien. Je crois que c'était le samedi soir, ça devait être donc le 4e jour. On perd la notion du temps. Et là, je me suis dit, bon, la nuit tombait, la nuit était froide, on était dans la Calabre, dans la montagne. Et là, j'ai dit, bon, ben, je me fais un resto. Parce que depuis le début, j'avais dormi 12 minutes la première nuit. J'avais dormi les 9 heures d'arrêt avec les 4h30 de sommeil au restaurant. Et après, donc la nuit d'après, j'avais dormi 2 fois 12 minutes et j'avais pris très peu de confort depuis le début. Je m'étais arrêté juste au fur et à mesure dans des boulangeries ou des bars, acheter à manger et à partir à manger sur mon vélo. Donc là, je me suis dit, non, mais Nahu, prends du confort. De toute façon, t'es en avance pour l'avion. Va te faire un resto. Donc je me suis fait un resto un samedi soir dans un village de Calabre. Je suis rentré dans le restaurant, les gens ils étaient en couple et tout ça, ça a sorti du samedi soir quoi. Et moi je suis arrivé avec mon vélo, avec mon équipement et tout ça, défracté parce que là il le voit, rien qu'à ton visage, il voit que tu es en manque de sommeil, il voit que tu es en train de vivre quelque chose. Et là il commence à parler avec toi. Et là les gens du restaurant ils ont été extraordinaires. C'est qu'il y en a un qui me payait le coca, il y en a un qui payait le café. Mais toujours, il n'avait pas comment dire, comment on dit, l'information qu'il y avait la course. Non, Ils sont pas au courant. Non, mais en fait, la course est tellement longue, Oui, mais il c'est y en ça. a tellement peu que Oui, ça, oui. même dans la circulation, ça Il se voit même pas. Il voit des gens circuler en vélo, d'accord. C'est ça. Donc moi je me suis arrêté dans ce restaurant 3 heures ou 2 heures à manger, faire des bonnes pastas, à prendre le temps. Et c'est surtout que donc pendant ce temps-là, Anatole, parce qu'en plus comme j'avais plus beaucoup de batterie mobile, je prenais ces arrêts-là pour recharger mes téléphones, pour recharger tout, mon phare, ma frontale et tout le matériel. Et là Anatole m'appelle, il me dit t'es où? Mais je dis je suis au restaurant, mais moi aussi. Et je regarde sur la carte, il était dans un restaurant 20 km derrière moi. Et au moment de repartir, j'ai vu, parce qu'en fait, avec la balise GPS, il y a un suivi, on voit en permanence où sont les autres. C'est ça, comme nous. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai vu qu'il y avait un coureur qui arrivait dans le village où j'étais au moment de repartir. Mais j'ai dit, mais je vais l'attendre dans le restaurant et on va discuter. Ça fait 38 heures que j'ai pas vu quelqu'un, je sais pas combien. J'avais trop besoin de voir un peu de contact humain parce que j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup échanger. Et donc il est arrivé, bon, il était en manque de sommeil, il dormait sur le vélo, il était en mode somnambule, comme on fait souvent. Donc je commence à discuter, je dis mais attends, mais j'ai sympathisé avec les gens du restaurant. Le restaurant là, les gens ils sont, il y a que les serveurs et les patrons qui mangent, mais on peut rentrer et ils vont nous offrir le café, on va le payer le café. Et donc là on a bu un café et je lui ai dit qu'est-ce que tu veux faire, on roule une heure ensemble. Ouais, moi j'aimerais bien dormir, il faut qu'on descende un peu parce qu'on était un peu haut en altitude, donc il faut dormir plutôt en bas. Et on a roulé une heure ensemble. Alors là, l'allemand il parlait très bien anglais, et moi mon anglais il est pas terrible, et fatigué, il est encore moins. Ouais. Et le contact n'était pas super bien passé, mais ça m'a fait plaisir de voir quelqu'un. Donc au bout d'une heure, il m'a dit t'as qu'à t'arrêter de dormir là, dans ce village, moi je descends un peu plus bas, je dors plus bas. Je dis ouais, si tu veux, ouais, ciao, on se revoit. Et là, je regarde mon truc, Anatole, comme on avait roulé doucement pendant le temps, parce qu'il était vraiment fatigué, Anatole avait repris, il a 10 km de nous. Je dis bon ben Anatole, je suis de tel village, je t'attends. Anatole me rejoint, et on a refait une heure ensemble. Sauf qu'au bout d'une heure, Anatole dit bon mais moi je vais essayer de pousser un peu, et je dis ouais, mais moi aussi j'essaie de pousser, bon mais vas-y. Et là, au bout de, je sais pas, 500 mètres, il me dit non, je suis trop fatigué. Il y avait une maison désaffectée, il s'est mis à dormir il est sorti sa couverture de survie, il s'est mis à dormir dans la couverture de survie dans la maison. Et moi j'ai dit bon, mais pour l'instant j'ai pas trop envie de dormir encore. Enfin, j'essaye de pousser il y avait un col à monter, j'essaye de pousser jusqu'au col. Alors j'ai monté le col, sauf que très souvent la montée est propice au somnambulisme parce que c'est monotone un peu. Et donc là j'ai monté la montée au somnambulisme où j'étais vraiment hallucination, toutes les joies, j'ai vraiment les joies parce que c'est des difficultés, mais c'est des joies de l'ultra-endurance. Et donc, arrivant au sommet du col, j'ai commencé à descendre. Et là, clairement, j'étais trop somnambule sur mon vélo et ça prenait trop de risques. Donc, j'ai pris la décision de m'arrêter dormir. Et là, la chance que j'ai, c'est que là, ça, par contre, j'ai bien intuité en lisant ce qui se faisait. J'ai acheté un bivy de secours. Un bivy de secours, c'est une couverture de survie, un mélange entre une couverture de survie et un sac de couchage. C'est ultra light, mais ça permet de garder la chaleur corporelle. Donc je me suis mis dans mon bivy de secours, j'ai dormi sur des planches de bois au milieu de la forêt en haut d'un col. Et j'ai pu dormir. Mais là, j'ai voulu dormir un peu plus, parce que j'étais vraiment fatigué, tout ça. Et j'avais mis le réveil, je crois, sur une demi-heure ou une heure. Et au bout de 15 minutes, pareil, les fameuses 12 minutes que je fais, là, tu vois, j'ai gagné 3 minutes, j'ai dormi au bout de 15 minutes, je me suis réveillé, j'ai replié mon matos, et j'ai attaqué la descente.
sauf qu'il faisait très froid. Et donc, et pareil, j'ai eu la chance de trouver un café ouvert. Je me suis arrêté dans le café, ben là, 6 espressos, 3 croissants. Je me suis changé pour la journée. Et là, le coureur allemand arrivé, donc il m'a rejoint. J'ai rebu un café avec le coureur allemand. Et Anatole est passé, il ne nous a pas vu, donc il ne nous a pas vu sur le GPS, donc il est passé. Et on repart de ce café avec le coureur allemand. Et là, j'ai découvert une des subtilités en fait, de cette discipline qui me plaît un peu moins. C'est que donc, dans ce café, l'allemand, je lui ai dit, mais je te le paye le café. Il m'a dit, non, self-supporting. Self-supporting. Je dis, mais il a de l'humour, il se fout de ma gueule. Non, il a refusé que je paye son café. Parce qu'en fait, chacun doit souvenir à ses moyens par ses propres. Oui. Et donc, je dis, non, mais attends, t'as de l'argent, j'ai de l'argent, je te paye le café. Ouais. En fait, dans ce milieu-là, surtout les Allemands, c'est rigide, quoi. Avec Anatole, on s'est payé des cafés, il va peut-être nous déclasser, hein, mais il a de l'argent, j'ai de l'argent, on se paye un café, quoi. Ça fait plaisir, on va pas faire des additions. Et on repart, on descend toujours, et en fait, là, ma deuxième batterie mobile, elle s'éjecte de ma sacoche. Et là, l'Allemand, il a vu que c'était pas un truc à lui qui était tombé, il s'est barré. Et moi, j'étais comme un con, j'ai dit putain, mais moi, je fais demi-tour, je remonte chercher ma batterie mobile qui s'était éjectée, impossible de la retrouver. Je dis putain, mais il manque plus qu'une batterie, et l'autre, il m'a même pas attendu voir si ça allait et tout ça. Je dis ok, bon, mais c'est ça. On repart, je le rejoins de colère, je fais l'effort sur la montée d'après, je le rejoins. Et là, Nathan m'appelle, il me dit ouais, ça te dit un café. Je dis ouais, parce que là, il commence à m'énerver. Notre ami il commence à m'énerver. Donc je m'arrête au village d'après où Anatole est en train de boire un café, on reboit un café et on repart pour 1 heure. Et donc Anatole, voilà, double l'allemand, je double aussi l'allemand. Et après, je me suis arrêté, donc après je me suis retrouvé à faire pas mal de kilomètres avec l'allemand. Mais là, on avait on arrivait à la fin de la Calabre et on avait le ferry parce qu'on doit traverser le détroit de Messine pour rejoindre la Sicile. D'accord. Et donc là, c'était la journée où je savais que d'ici la fin de la journée, j'allais arriver au ferry. Donc ça, c'était le dimanche. Donc je savais, et je voyais que les kilomètres, il me restait plus beaucoup de kilomètres, donc j'étais dans une optique, je me suis dit jusqu'au ferry, moi, tu restes à plus de 3 mètres de l'Allemand, tu restes avec lui, mais on garde toujours 3 mètres d'écart entre nous pour pas qu'on s'accuse de faire du drafting. Mais voilà, jusqu'au ferry, tu restes plus ou moins avec lui. Et après le ferry, il te restera 170 km pour arriver à l'arrivée. Et là, l'appel de la bière fera la différence et tu pousseras sur les pédales. Et donc, on est arrivé à Messine à 16h, je pense, ou 17h. Et là, on prend le ferry, on va acheter le ticket. Le ticket n'est pas compris dans la course. Tu vas acheter ton ticket, tu prends le ferry. Et d'ailleurs, pour petite histoire, il y en a certains qui ont fait plusieurs traversées du ferry pour dormir. Le ferry il est confortable, il y a un restaurant dedans, on peut charger. Donc il y en a certains qui ont fait plusieurs allers-retours de ferry. Donc on traverse le ferry, je crois que ça dure 20 minutes, la traversée du détroit de Messine. Et donc là, on arrive en Sicile, donc là c'était le dimanche. Et là, en gros, il reste une ariégeoise XXL, quoi. Il reste 180 bornes et 5000 de dénivelé. Et moi, je me suis dit, ça y est, t'es arrivé, quoi. En fait, sauf que 180 bornes et 5000, ça prend du temps. Donc j'ai monté une première montée. Et là, il y a eu le coucher de soleil sur la plage, il y avait tous les gens, on était sur la bord de plage, il y avait tous les gens. Parce qu'on a fait beaucoup de kilomètres dans des endroits reculés. Et là, on a pris toute la vie sicilienne de bord de plage. Et donc, avec la nuit qui a commencé, et là, la fatigue a commencé à faire son œuvre. Donc, on est parti pour une montée qui faisait... Je suis parti parce que j'étais seul. Enfin, j'étais seul. Sur le vélo, j'étais seul, mais dans ma tête, j'étais pas seul. Parce qu'on est parti pour 1500 mètres de dénivelé. Et là, j'ai commencé à de nouveau avoir des grosses hallucinations. Et cette montée-là, j'étais avec mon pote Camille, voilà, et on était tous les deux sur le vélo, et en fait on se relayait pour pédaler, dans ma tête. Hein. Et après, donc là, d'énormes hallucinations. En fait, les hallucinations avec la fatigue, ça commence par confondre des choses. Et en fait, c'est une montée qui, au début, il y avait beaucoup d'arbres. Et l'arbre, c'est pour halluciner. Et en fait, tu fais avec les arbres, tu te fais des films, quoi. Tu voyais des personnes, je voyais des monstres, je voyais des gens. Voilà, mais j'ai l'habitude, mais c'est quelque chose qu'on apprend à gérer. Et dans cette montée-là, sauf que donc j'ai monté et j'ai doublé Anatole. Je me suis pas rendu compte, il dormait quelque part. Je me suis pas rendu compte que j'avais doublé Anatole. Et comme j'avais plus de batterie du tout, je savais pas où il était. Je monte ce col de montagne et là j'attaque la descente. Et là j'attaque la descente et vraiment une grosse descente de montagne et c'était vraiment le somnambulisme. Mais comme la première fois dans la descente, là j'ai vraiment eu peur. Et en fait, j'ai failli louper 2-3 virages. Et là, j'ai dit, bon, mais là, il faut vraiment dormir. Je sors mon bivy de secours, je me mets sur le bord de la route. Mais il n'y avait pas d'endroit, donc je me mets sur le bord de la route. Je mets les phares pour que les gens me voient. Et je redors un quart d'heure. Donc j'ai dormi un quart d'heure. Et au moment de replier mes affaires, il y a Anatole et l'Allemand qui sont passés, qui venaient de se rejoindre.
Et Anatole, il me dit, ça va? Je dis, non, ça va pas, là, je me suis fait peur, bon, je replie mes affaires, il me dit, bah, Anatole, il me dit, attends, mais je t'attends à la station-service d'après pour voir si tout va bien, quoi. Et donc, il m'a attendu. Il était en train de, déjà, je suis rejoint à la station-service, il était en train de se faire brancher par des Italiennes. Il me dit, oh putain, ça fait 5 jours, je ne suis pas touché, je suis trop crade, regarde, je suis en train de me faire brancher. Il m'a dit, Nahu, ça va? Et en fait, mais de somnambulisme, je suis revenu avec, en forme, quoi, c'est 15 minutes de sommeil. Et donc, j'ai dit, ouais, il n'y a pas de problème. Maintenant, à fond jusqu'à l'arrivée, on va se boire des bières et on roule. Hein. Et il me dit, ouais, pas de problème. Il me dit, ah, fais-moi plaisir, tu fais sauter l'allemand. Ouais, je suis en forme, t'inquiète pas. Et en fait, Anatole, il roule tellement fort que là, il est parti de suite. Et moi, et on a fini avec 20 minutes d'écart. Mais il y a encore eu 2 montées. Il y a eu la dernière montée à l'Etna, qui est long aussi. C'est des montées à chaque fois, on avait pris 1600 mètres de dénivelé positif à vélo, c'est long. Et en fait, moi, je voulais arriver plus vite que prévu. En fait, tu te rends plus compte du temps. Et là, cette fois-ci, il n'y a pas quelqu'un qui se relayait, mais je parlais avec Michel Arnaud, l'organisateur des Citadelles, que j'ai croisé 3 jours plus tard au salon des Citadelles. Je lui ai demandé s'il avait récupéré de sa montée à l'Etna, parce qu'il était monté avec moi sur le vélo. Et là, je lui parlais, je lui ai dit, regarde Michel, mais il se moque de nous le compteur là. Regarde, j'appuie sur les pédales, le dénivelé il passe pas, regarde le Garmin. En fait, tu sais pas pourquoi. Pourquoi Michel Arnaud? Je sais pas. Camille, je fais beaucoup d'aventures avec lui, donc ça s'explique un peu. Mais Michel Arnaud, je sais pas, quand je lui ai raconté au Templier, il m'a dit... Et donc, on arrive au sommet de l'Etna, au col routier, où il y a les parkings pour partir après en randonnée à l'Etna. Donc là, ça va être 2300 mètres, je sais plus. Et là, la dernière descente pour arriver jusqu'à l'arrivée. Et là, je suis arrivé à l'arrivée, et en fait, tu suis la trajectoire jusqu'à la fin. Et là, tu as une tente de 3x3, un barnum, tu as un type, et il y avait Anatole dans sa couverture de celui qui m'attendait, quoi. Et donc, voilà. Je ressors mon bivy de secours, je prends mon sac que j'avais laissé là, je me mets au chaud dans ma couverture de survie. On voit les images, les photos tous les deux. Ah, c'est lui donc qui est avec toi. Ouais, c'est là, c'est Anatole qui est avec moi. Et donc là, bon, on se réchauffe un peu. Et j'avais un Airbnb que j'avais réservé. J'ai dit, bon, je vais aller chercher. J'avais prévenu le Airbnb que je serais arrivé dans la nuit. Je lui ai demandé de me poser les clés. Il m'a dit, non, on sera là pour t'attendre. À 4h30 du matin, j'étais au Airbnb, ils m'ont fait le check-in. Le mec, il était là, il dormait dans son canapé, je suis rentré dans sa maison, il dormait dans son canapé. Ah, c'est moi, oui, venez. Donc il m'a ouvert la chambre, il me dit par contre, le petit déjeuner entre 8h et 10h, bon là j'avais compris que le petit déjeuner, bon, j'y serais pas. Il m'a dit par contre, le check-out c'est à 11h, faut rendre la chambre à 11h, quoi. Et donc je prends possession de la chambre, 4h du matin ou 5h. Je vais dans la douche, première chute de l'aventure, je tombe dans la douche une première fois, je me relève, je continue à me doucher, je me retombe dans la douche. Et là, j'ai dit, bon, j'étais bien, et je suis resté à dormir dans la douche, avec l'eau qui coule. Et en fait, c'est l'eau froide qui m'a réveillé au bout d'une heure, c'est le chauffe-eau. Et donc, je suis parti reprendre du confort, donc à finir ma nuit, je vais être 6h dans le lit. Et sauf que mon réveil, il a sonné, mais moi, je ne l'ai pas entendu, j'étais tellement... Et en fait, ce qui m'a réveillé, c'est mon téléphone à 15h. Alors, j'aurais dû rendre la chambre à 11h. Et là, je me dis, tout confus, de suite, je m'habille, je traverse le jardin, je vois la dame, je suis vraiment désolé, dans 10 minutes, je suis plus là, je fais au plus vite, excusez-moi. Et la femme elle me dit non mais arrête tout, viens, je t'offre le café, prends du gâteau, on a le temps avec tout ce que tu as fait. Donc pendant toute la course, énormément de bienveillance des gens. Parce que quand on leur disait ce qu'on est en train de faire, quand tu es au milieu de la Calabre, ou non même pas en Basilicate, hein, et tu leur dis la fin de la course c'est à Messine, ils te regardent. Ah oui. Ouais, c'est ça qui est extraordinaire. La bienveillance des gens, les gens ils sont extraordinaires. C'est que par exemple, à un moment donné, je vais au café, je devais 6 €, et le mec, il a vu, le portefeuille, c'est une pochette plastique, là, on optimise tout, et il a vu dans ma pochette, j'avais que des billets. Et en fait, il a vu que de prendre des pièces, ça allait m'enquiquiner, quoi. Et le mec, il m'a dit, non, mais c'est bon, 5 €, il m'a rendu un billet, quoi. Ouais. Les gens, ils sont bienveillants. Il y a une bienveillance. Alors, peut-être que ce qu'on est en train de faire aide aussi dans la... Sûrement. Mais, clairement, les Italiens du Sud sont très, très bienveillants. On a été un accueil énorme. Alors, cette histoire, ça fait 119h06. Ouais, dans ces eaux-là. Ça fait moins. On compte même plus. À quelques minutes, c'est 120 minutes, donc 120 heures, ça ferait 5 jours, moins de 5 jours. Ouais. Et suite à ça, donc tu t'en vas et tu repars à l'aéroport là? Non, alors, donc là, ce qui était bien, c'est que je savais que j'allais pouvoir avancer mon billet d'avion, mais je pouvais pas prendre l'avion le lundi, quoi. J'étais tellement satellisé, c'est que la preuve, j'allais me réveiller à 11h, je me suis réveillé à 15h, donc si j'aurais dû prendre un avion, c'était pas possible. Donc j'ai avancé mon avion au mardi. Donc suite à ça, le lendemain, on s'est rejoint avec le Suisse avec qui j'ai sympathisé, qui a fini 4e, le premier et Anatole.
On était manger des glaces, on était boire des bières, et là on refait un peu la course. Mais après, ce qui est extraordinaire, c'est que très vite, tu vois, le soir, on s'est fait resto avec tous les concurrents qui arrivaient, mais on devait être le 24, quoi, le lundi soir, on devait être peut-être 10 à être arrivés, ou ouais, 10. Donc on s'est retrouvés, on a fait un resto tous ensemble, mais ce qui est bien, c'est que tout le monde s'endort à tout moment, quoi. Oui, Tellement, oui, tout, oui. le monde, tellement tout le monde est fatigué, c'est que voilà, voilà, on a vraiment les séquelles de ce qu'on vient de vivre. Parce que de 119 heures, comme tu l'as dit, 119 heures ou 120 heures, je sais plus. 119, si. Et en gros, c'est 4h30 de sommeil d'un coup, plus après 2 fois 15 minutes par jour. En fait, on a un gros déficit de sommeil. Ouais. Après, ça, c'est moi qui le gère comme ça. Il y a des coureurs qui dorment plus et qui finissent au moins. Le deuxième, par exemple, le premier est un coureur, un jeune Italien qui a très peu dormi, et le deuxième est un coureur allemand qui est très fort, qui avait gagné la Transpyrénéa 2 semaines avant ou 3 semaines avant, qui était passé en Ariège, et qui est très fort. Mais en fait, il roule 18 heures par jour, ce qui est déjà énorme, hein, Ah oui. mais il se pose 6 heures, donc il dort 4 heures, entre 4 et 5 heures par jour. Mais en fait, quand il est sur le vélo, il va plus vite que les autres. Mais en fait, il y a toute cette stratégie, et mon frère me disait que c'était super intéressant à voir les stratégies des coureurs, Bien parce sûr, bien sûr. en fonction de la gestion du sommeil, et il y a plein de... Tu doubles des gens ou tu te fais doubler, et c'est ça j'ai trouvé qu'il y a un côté qui a moins en ultra trail, parce que la vitesse, c'est pas les mêmes. Oui, oui, c'est ça. Donc, ça. entre quelqu'un qui roule à 15 à l'heure et quelqu'un qui roule à 25, Ça fait 1607 km, donc 36 000 mètres de dénivelé, et ce qui fait quand même une moyenne de 13 km 5 à l'heure. ouais, un truc comme ça, ouais, je Pour crois que l'ensemble, c'est 1635, donc le c'est- GPS il a mis. Et après, 36 000 mètres de dénivelé, et c'est surtout qu'on a pris des rampes, on a fait des kilomètres, on a fait des murs de paillère. Quand tu commences à faire le mur de paillère après 1100 bornes, tu poses le vélo, tu marches à côté. Pendant les 1000 premiers kilomètres, même à 22-23%, j'ai essayé de monter. À un moment donné, j'ai eu un 24%. Voilà, j'ai dit, il faut pousser le vélo. Et Anatole m'a dit, oui, non, mais il y a eu, quand c'est comme ça, il vaut mieux pousser le vélo. Même si lui, il se débrouille bien à monter dans les trucs comme ça. Mais il faut s'économiser. Donc, j'ai passé, il y a une montée, j'ai passé 3 kilomètres. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je suis au bout de ma vie. Et je suis en train de pousser mon vélo dans du 23%. Parce que, avec la fatigue, avec tout, c'est la gestion, quoi. Quel regard tu as aujourd'hui après, avec un peu plus de recul, bien entendu, Ouais. avec ce défi, premier défi vélo pour toi. Premier défi vélo. Avec le regard, j'ai encore quelques séquelles. Hein. Enfin, des séquelles, c'est que. Mais là, à force d'appuyer sur le guidon, d'être sur le guidon, parce que moi, ce que je savais pas, c'est qu'en ultra-endurance, ils utilisent. Enfin, je le savais, mais j'avais pas percuté que c'était aussi important. Ils utilisent des prolongateurs de triathlon. Et ça permet de décharger les mains. Et moi, en fait, là, ça fait un mois que la course est finie. Et en fait, j'ai plus de sensibilité dans ce doigt-là, encore au jour d'aujourd'hui. Les 4 doigts, j'ai pas eu pendant 2 semaines, j'avais plus de sensibilité dans mes 4 doigts. Donc maintenant, il reste plus que celui à récupérer et mes 2 paumes de main. Donc voilà, donc ça laisse encore des traces physiques, mais des traces mentales, c'est que ça me manque, quoi. C'est déjà, en fait, j'ai vécu une aventure extraordinaire. J'ai vécu des grosses aventures en trail, en montagne. J'ai fait des trucs longs, de 110 heures, le plus long que j'ai fait 110 heures, ou quand on a fait le tour, on avait passé une semaine en montagne. Là, j'ai vraiment vécu une grosse aventure. Vraiment. Et ça m'a plu. Ça m'a plu. Ça te reste gravé. Ah ouais. Là, ça restera gravé, parce qu'en plus de ça, il y avait le défi, le fait de se lancer un tel défi, et l'inconnu que ça génère. Maintenant, je me dis, ouais, je pars pour 200 km de montagne. On peut toujours se blesser, il peut toujours Oui, avoir oui, un bien accident sûr. tragique, il peut toujours. Mais je sais que si tout se passe plus ou moins bien, j'aurai pas de souci pour allier le point A au point B. Là, je ne savais vraiment pas. Et la gestion de la selle, la question, c'est et ton cul, comment il va? Oui, alors, tu m'enlèves le truc, c'est ça. Alors physiquement, en fait de compte, je dirais les séquelles, c'est ça, c'est que on dit que la course, le vélo, c'est moins traumatisant que la course à pied par rapport aux montées aux descentes où vous vous laissez porter, etc. Par contre, cette histoire de poids de la selle, permanent, donc ça fait 119 heures sur le vélo, je sais pas si tu te rends compte. Mais là, clairement, j'ai utilisé un peu mon expérience de trail. C'est qu'en trail, 2-3 semaines avant l'épreuve ou un mois, on commence à se tanner les pieds. Donc on met de la pommade, pour se préparer les pieds, pour avoir le pied plus. Et ben là, j'ai fait pareil, mais avec le cul, quoi. Ah, c'est moins sexy. Donc j'ai mis de la pommade, ça s'appelle la NOC. Oui, tous les soirs, je me mettais de la pommade sur le cul pour préparer à tanner la peau, quoi. Et en gros, j'ai eu, par rapport à ça, et ce qui m'a un peu sauvé aussi, c'est pareil, c'est que j'ai essayé pas mal de cuissards. On avait même des cuissards de qualité. Et ça me faisait mal après 400 km, des cuissards, ils m'irritaient parce que. Et donc là, j'ai investi dans un cuissard vraiment de la marque la plus réputée pour l'ultra endurance.
bah, ça coûte quand même 230 € un cuissard. C'est pour ça que c'est réputé aussi. Et c'est pour ça que j'ai habité aussi, parce qu'il y a un savoir-faire derrière. Voilà. Donc j'ai pris le pas d'acheter ce cuissard-là, parce que c'est un coût, hein. Là clairement c'est un investissement. Et d'ailleurs je le mets pas pour aller faire pour les au boulot, hein, celui-là il range dans sa boîte, il sera là pour la prochaine aventure. Donc le cuissard et le fait que j'ai préparé mes fesses a fait qu'à la fin j'ai fini juste avec une brûlure sur la marque de la selle en brûlure sur mes fesses. D'accord. Et à part le mercredi quand je suis revenu, on était en ville à Toulouse avec mon épouse et mes enfants, et je me suis retrouvé sur une chaise en métal, donc je me suis assis sur la cuisse. Mais voilà, pendant 2 jours, il fallait que je regarde la manière où je m'assois. Donc ça, des tendinites un peu au genou et au tendon d'Achille. Donc le tendon d'Achille, la tendinite, elle est arrivée au bout du 2e jour, et au genou au bout du 3e ou du 4e, parce que j'ai compensé, parce que c'est donc des tendinites et les appuis, quoi. Et après, physiologiquement, c'est ça. Après, c'est une discipline, parce que là, je dis que ça, mais clairement, c'est une discipline à risque. Parce que on fait du vélo, on va très vite dans les descentes, il y a de la circulation. Moi j'ai failli rentrer dans une vache, il y a un chat qui m'a rentré dans les... J'ai roulé sur un chat, donc déjà j'ai failli prendre une gaufre, j'ai une vache qui m'a chargé, Patou qui m'a chargé, tu vis des aventures quoi. Mais voilà, clairement il y a à 4 fois, donc 2 ou 3 fois à cause du manque de sommeil, où j'ai failli prendre un gros crash. Et ouais, c'est l'école de l'humilité quoi, c'est comme la montagne quoi, c'est que ça tient un fil. Et ça il faut en être conscient. D'ailleurs, ils nous font signer une décharge de responsabilité. On sait ce qu'on s'engage. C'est que la pratique du vélo, par essence, est très dangereuse. Oui. Nous, c'est exacerbé, parce qu'avec le temps qu'on passe sur le vélo et la fatigue et le manque de sommeil, c'est exacerbé. Mais j'en suis conscient. Et c'est quelque chose que, autant de faire 100 km de vélo sur une 2 fois 2 voies, moi, je n'engagerai pas ma vie sur ça et je le ferai pas. Parce que on est maître de sa vie. Donc, comme en montagne, des fois on t'engage, des fois tu t'engages pas. Là, c'est pareil. Et là, d'être sur des trucs sauvages, mais ça te rassure parce que c'est des voies très peu fréquentées, il y a très peu d'automobilistes, et les automobilistes qu'on croise en Italie, ils sont très respectueux des vélos. Donc sur 1600 km, je me suis fait approcher par une voiture, même pas frôler, je me suis dit celle-là, elle me passait près. Une fois sur 1100 km. Je prends le vélo pour la Tarascon, ça m'arrive toutes les 5 km quoi. Donc voilà, donc on sait que c'est une activité à risque, donc c'est pas anodin quoi. C'est que quand je pars de chez moi, je sais que mes enfants et tout ça, il y a une chance que je ne revienne pas. Donc ça laisse des traces quand même aussi. Hein. Il faut être conscient de quoi on s'engage. Donc après, le plaisir de retrouver ma famille, c'est ça aussi. C'est qu'il n'y a rien qui te rend plus vivant que le fait d'être à un moment donné dans une situation d'inconfort ou de risque. Plus tu passes un moment de risque, plus quand tu retrouves ton confort, plus tu apprécies la vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ma vision de la vie a beaucoup changé avec ma pratique de la montagne. C'est que très souvent, mais quand tu frôles la correctionnelle, tu te rends compte et que la vie, on n'en a qu'une, qu'il faut la chérir et qu'elle peut se finir à tout moment. Trop de fois, moi je suis un éternel satisfait. Donc, très souvent, je bois du noir. Mais la chance que j'ai d'être en vie à 37 ans, d'avoir une femme, des enfants, d'être en bonne santé et de pouvoir faire des aventures, parce que ça reste qu'un plaisir. Mais ça, il faut le savourer. Et en fait, trop souvent dans notre société, on se met du stress, des problèmes pour des choses qui ne devraient pas exister, alors qu'on a la chance d'être en bonne santé et de pouvoir faire ce qu'on aime. On le voit dans l'actualité, quand tu vois ce qui se passe aux portes de l'Europe, en Europe, aux portes de l'Europe ou dans le monde entier, c'est qu'on est des privilégiés. Là, on parle de sortir, de faire une aventure, mais pour du plaisir personnel. Donc on est vraiment des privilégiés. Et donc il faut vraiment croquer la vie à pleines dents. Et ça, la montagne me l'a appris. Et là, c'est vraiment... Parce que j'ai hésité à m'inscrire, parce que la tâche était rude, parce que je ne savais pas où j'allais. Il y avait un fort taux d'échec. Il y avait un investissement lourd en temps et en argent. Le temps vaut plus que l'argent. Mais il y avait beaucoup d'investissement familial, tout. Et l'investissement et l'engagement par rapport à ma famille. Et Pauline, elle m'a dit très justement, elle m'a dit, si tu ne le fais pas, tu vas le regretter. Alors fonce. Tu verras. Et même si c'est un échec, et dans mon processus d'apprentissage, l'échec m'a toujours nourri, parce que c'est grâce à ça qu'on se forme. L'erreur fait partie du processus d'apprentissage, et même vital au processus d'apprentissage. Donc même si tu te gaufres, eh bien, tu vas trouver une solution. Si tu dois abandonner au fin fond de l'Italie, tu trouveras une solution. Mais si tu ne le fais pas, tu vas le regretter. Et elle a tout à fait raison. Encore une fois, si je ne l'aurais pas fait, mais je l'aurais vraiment regretté, parce que j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Ça sera pas fini parce que peut-être que tu vas remettre ça en équipe, j'ai entendu. Ouais, alors on peut faire aussi en équipe, mais ça je savais pas trop, donc on peut le faire en équipe. Ça veut dire quoi en équipe? C'est-à-dire que là on peut rouler à deux toute la course. D'accord. On roule à deux et on reste à deux toute la course. D'accord. Donc là l'échange c'est plus le même. Et donc avec Anatole, cette année c'était le sens Naples, Vésuve, Etna. Vésuve, Etna, oui. L'année prochaine, ça change une année sur deux. D'accord. L'année prochaine c'est Etna, Vésuve. Donc le fait que ça change de sens
Et que mais Anatole me disait, oui, moi j'ai pas l'habitude de faire de course, mais cette Tout Volcano, en fait, elle est très réputée dans le monde du vélo, parce qu'elle est tellement difficile et tellement authentique, et il y a quelque chose qui se passe à cette course-là, qu'Anatole il m'a dit, j'aimerais bien la refaire, mais je ne reviens pas les deux courses. Et puis je lui ai dit, on la fait en binôme. Il m'a dit, ok. Et donc je crois que la course n'était même pas encore finie, on avait déjà acté le fait que l'année prochaine on la fera en binôme. Donc l'année prochaine avec Anatole, on l'a fait en binôme. Et ouais, donc là je suis en train de programmer ma saison prochaine. Les échéances, c'est que là je vais passer un IRM et un scanner pour voir ma cuisse que je traîne depuis 6 mois, voir la part de trail que je vais pouvoir mettre dans ma saison prochaine. Et après, j'ai d'autres projets à vélo. Après aussi, ça va dépendre aussi des partenaires que j'arrive à fédérer, parce qu'on en revient au même point, c'est que c'est des pratiques qui coûtent extrêmement cher. Donc on va voir, on va mettre tout sur un tableau. On a commencé, parce que l'année prochaine, pour la première saison, depuis 10 ans que je fais des sports d'endurance, pour la première saison, j'aurai un coach. Parce que en fait, je me servais de mon passé de coach de foot, de base de physiologie que je maîtrisais, et je partais du fait que comme ça, moi le sport c'est la liberté, si je me plante dans ma préparation, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Sauf que l'année dernière, j'ai passé un DU, un diplôme universitaire au STAPS de Font-Romeu d'optimisation de la performance en trail running, donc maintenant je peux entraîner. Sauf que je me voyais mal entraîner des gens en trail ou en ultra-endurance sans avoir été moi-même coaché. Donc l'année prochaine, je serai coaché par un coach que j'affectionne énormément, qui s'appelle Nicolas Boyer. Donc on commence à mettre à préparer toute la saison, donc ça prend forme. Donc là, c'est juste les derniers ajustements entre voir la part de trail et la part de vélo qu'il y aura dans la saison. Sachant que ma saison, de toute façon, elle est rythmée par l'Ariégeoise, où au mois de juin, j'ai des échanges professionnels très importants, et au mois d'août avec le Montcalm, où je touche pas terre, quoi. Donc, et c'est les périodes où, pour ma pratique sportive, il y a les meilleurs objectifs. Donc on va voir, on va peut-être reprendre des dossards en trail. Je sais pas mais on va faire encore des belles aventures. Et le point d'orgue, ce sera le Pays de Galles avec la Paddy Buckler. Voilà. Un petit mot sur ton épouse, sur Pauline, Ouais. qui te permet de faire des aventures comme celle-là. Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça fait 13 ans qu'elle me supporte. Déjà, quand c'est connu, à la base on était amis, et je pense que c'est ce qui fait la différence, c'est qu'elle me connaissait foncièrement. J'étais déjà très absent, quoi. C'est que je jouais, comme mon père a dit tout à l'heure, je jouais au foot et en plus coaché. Donc du lundi au dimanche, ça soit entre moi et les entraînements que je faisais de coaching ou de joueurs, j'étais jamais là, quoi. Donc ça permet de le savoir. Mais ouais, ce qui me permet de vivre, c'est grâce à elle. Et pendant ce temps-là, moi je suis parti 8 jours. Les enfants sont là, il faut assurer la maison, les enfants poussent. Quand tu rentres, tu es encore dans le cosmos, donc tu es là, mais tu n'es pas vraiment là. Ouais. Je suis rentré le mardi soir, je suis reparti le jeudi matin pour 3 jours à Millau. Il y a peu d'épouses qui permettraient de vivre ça. Mais d'ailleurs, dans toute réussite, on le voit trop souvent, on voit la personne qui réussit dans un couple. Mais si très souvent la personne qui réussit dans un couple, que ce soit un homme ou une femme, elle peut, parce que derrière, la moitié contrebalance et permet à l'autre personne de réussir, que ce soit bien professionnellement ou il n'y a pas de hasard, quoi. Et clairement, moi je voyais qu'après la Ronda d'Elsim, où il y avait vraiment du monde à l'arrivée, où on te dit, ouais, vraiment, les gens ils viennent, ils te happent, t'as gagné, t'es un champion, t'es ceci. Mais non, mais si j'ai fait ça, c'est grâce à la personne qui est là. Surtout qu'en plus, à l'époque, c'était des préparations très difficiles pour l'ultra, où je faisais des diètes très importantes et j'étais très vite irascible. J'avais plus de vie sociale parce que comme j'étais à la diète, je refusais les restos, je refusais et en fait toute cette vie sociale elle est empathie aussi. Donc elle a vécu vraiment des épreuves. Pauline elle m'a vu faire des malaises à cause de l'entraînement dans mon salon parce que je m'entraînais trop et je mangeais pas assez, quoi. Donc Pauline depuis 10 ans maintenant de pratique d'ultra endurance, même si les premières années c'était vraiment cool, mais là maintenant c'est le boulot fait que j'ai moins de temps. Je suis père de famille, j'ai 2 enfants, j'ai un. De toute façon, Quel âge j'ai deux Andrea, il a. Je sais même plus. Andrea, il a 4 ans et Aina, a 6 ans. D'accord. Et ça passe super vite. Bien sûr. Ça passe. Moi, je suis parti une semaine en Italie, 10 jours, et avec les Templiers, j'ai l'impression que ma fille elle avait grandi, quoi. Et les enfants savent te remettre en perspective. C'est que pour préparer l'Italie, je suis parti faire une course où j'avais un dossard grâce à Meltonic, mon partenaire de nutrition, à la Skyrun. C'est une course de 21 km, donc c'est pas ma pratique sportive, même en trail. Et en fait, je me suis dit, pour préparer ça, je vais y aller à vélo depuis chez moi. Donc à 18h, j'ai fini le boulot, j'ai éteint le PC et je suis parti en vélo depuis Saint-Jean-du-Falga pour aller jusqu'au Pays Basque. Et là, ma fille, elle m'a dit, non mais papa, pourquoi t'es jamais à la maison, pourquoi t'es tout le temps à la montagne, tes aventures et tout ça, tu nous manques et tout ça, papa.
Et je suis parti, j'étais en pleurs pendant. J'ai fait 1 heure en pleurs. Parce que les enfants, il y a un manque. Donc on essaye de trouver un équilibre. Et bien sûr, je suis loin du modèle sociétal de passer mes samedis au supermarché en famille et après rester sur le canapé avec mes enfants. Mais tout le temps que je passe avec mes enfants, j'essaie de privilégier la qualité. Et tu vois, l'hiver, je coupe. Ou, voilà, là, tu vois, je disais à mon entraîneur, l'hiver, si je fais 3 heures, 4 heures par jour, c'est maximum. Parce que je ne fais pas des journées entières, parce que j'ai ma famille, quoi. Et donc voilà, donc c'est un équilibre à trouver. Et l'équilibre, comme dans toute chose, c'est difficile à trouver. Ce qui te permet de pouvoir effectivement continuer. Pendant combien de temps? Alors, on va préciser parce que je ne m'en étais pas aperçu avant de faire la mission, pourtant je te connais, tu as 37 ans. Combien de temps tu penses que tu peux garder cette vie, cette envie en toi de continuer ces défis? Tu n'en es qu'au début parce que celle du vélo, c'est la première. Bon, voilà, combien de temps? Clairement, en plus, l'ultra-endurance, même si les petits jeunes, ils révolutionnent pas mal les choses avec le vélo, parce que là, le premier, il avait 24 ans, le quatrième, il avait 25 ans, et Anatole, il a 21 ans. Donc, on voit arriver des nouvelles générations qui, de suite, oublient le spectre des anciens qui te disaient l'endurance, c'est pour les vieux, Oui, oui. ils cassent les codes. Et ça, c'est très bien. Moi, j'ai un peu cassé les codes aussi à ma manière, où j'ai commencé de suite à faire du long. Oui, bien sûr. Et donc, ça, c'est top. Mais l'ultra-endurance, en fait, c'est des qualités que jusqu'à 50 ans, 60 ans, tu peux faire ce que je fais actuellement. Là où c'est compliqué, c'est l'équilibre entre la charge de travail professionnel, la vie familiale et le sport. Donc j'ai réduit la part de sport, donc je suis moins performant, mais ça c'est pas grave. Moi, tu vois, finir 6e de la Tour Volcano, le classement on s'en fout. De toute façon, 6e ou 10e, ou, à part ta mère et ta grand-mère, il n'y a personne qui s'en souvient. Mais voilà, je gagne plus des courses, comme avant je pouvais gagner des courses, mais ça, j'ai jamais fait ça foncièrement pour ça. Donc je suis moins performant en sport parce que j'en fais moins. Mais je suis arrivé à un point où mon équilibre entre ma famille, mon travail et ma pratique sportive est très difficile à faire cohabiter. Donc il faut que je trouve un équilibre. J'essaye comme à chaque fois de trouver un équilibre. Surtout qu'en plus l'année dernière j'avais passé un DU, là j'aimerais passer une licence. Je suis hyper actif, quoi. Mais ça fait aussi partie de mon équilibre aussi. C'est que je pourrais pas. Mais il faut que je voie c'est très difficile, on en parle souvent avec Gilles Dangean, le président du Montcalm, et Patrice, c'est qu'il faut que j'arrive à trouver un équilibre dans mon aspect professionnel aussi, parce que je m'engage énormément. Il faut que j'arrive à concilier tout. Là c'est pas facile, parce que ma pratique sportive me demande du temps, et c'est prenant, c'est que là j'ai envie de faire plein d'aventures, mais je manque de temps, et je manque de budget, parce que monter des projets d'aventure comme ça, ça coûte cher. Viens nous rejoindre, viens. Ça coûte cher. Tu le connais, ce monsieur? On l'a entendu, non? Oui, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Alors, je vais me lever, ça se fait pas, Franck, pour saluer Vincent, qui est le papa de Nahu. Oui, merci pour ton invitation. Que j'ai connu avant Nahu. Tout à fait. Quelle différence tu vois, toi, avec celui que tu étais? Et tout à l'heure, on mangeait et tu me disais que tu regrettes pas trop ce changement, qui en fait, toi, t'es venu comme ça. Ouais, c'est par rapport au monde du foot. Oui. Ouais, par rapport au monde du foot. Ouais, non, oui, c'est sûr que après, je fais les choses à fond. Et après, quand je me retrouve plus dans un domaine, il vaut mieux arrêter que de les faire à contre-cœur, de mal les faire, ou de moins s'investir. Donc non, je regrette pas du tout, mais après, parce que ça m'a permis de trouver une autre passion. D'ailleurs, là, c'est pour ça aussi que je fais autant de vélo, c'est parce que je peux moins courir, donc je me suis mis à fond dans le vélo pour contrebalancer. Mais après, par rapport à tout à l'heure, on parlait d'une présentation. Moi, j'ai vu mon père très jeune, j'ai vu mon partir de nuit à vélo pour aller au travail, aller courir de nuit. Pour moi, ce que je fais là, en fait, pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours vécu, quoi. Parce que mon père, il se levait à 5h du matin pour prendre le vélo de nuit pour aller au boulot, quoi. Donc, en fait, on reproduit souvent ce qu'on voit, mais c'est une suite. Donc, après, par rapport au monde du foot, voilà, c'était 20 ans de ma vie de passion, parce que la passion est le moteur de beaucoup de choses. Mais après, voilà, j'ai tourné la page. De temps en temps, je regarde les matchs de foot, mais là, tu vois, il y a la Coupe du Monde qui va arriver. Si je regarde 3 matchs dans toute la Coupe du Monde, ça sera le bout du monde, quoi. Et encore. Ce qui peut paraître paradoxal, c'est de passer d'un sport collectif à un sport individuel. Et tu le disais pour la Tour Volcano, quand tu te retrouves à 38 heures tout seul, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui
qui te plaît plus, qui est totalement différent, je suis certain. Surtout le monde du trail, parce que donc là, comme j'expliquais par rapport à quelques péripéties, en fait, le vélo est un peu moins solidaire que le trail. Mais le trail, ce que je disais quand j'ai commencé à faire du trail, c'est que je suis passé du sport collectif le plus individuel possible qui existe, le foot, où c'est un collectif mais c'est chacun qui pense à sa gueule, à un sport individuel le plus collectif. Donc le trail où chacun s'entraide et tout ça. En trail, tu t'entraides tout le temps et tout ça. Donc j'étais passé du sport collectif le plus individuel au sport individuel le plus collectif. Et donc ça m'a toujours plu. Parce que même si, déjà pour m'entraîner, je passe énormément de temps tout seul à la montagne. Et je m'y retrouve. Donc la solitude me va bien. Mais à un moment donné, cette solitude, et même par rapport à ce que je vis, il faut le partager. Et c'est vraiment mon leitmotiv. C'est que autant la performance, ça n'a jamais été mon moteur. Je suis très compétitif face à moi-même. Mais ce qui est mon moteur, c'est partager. C'est quand je vois les retours des gens qui m'interrogent, et ça, qu'est-ce que tu as vécu, le partager en famille, le partager à mes amis, aux gens, à des inconnus, parce qu'il y a des gens qui me suivent et qui me disent Nahu, mais c'est extraordinaire et tout ça, et ça, comment c'est passé. Et donc je trouve que ça, c'est le sel, parce que même si c'est quelque chose d'individuel, même si je passais 35 heures, et c'est ce qui me manquait à un moment donné pendant tout Volcano, c'est qu'au bout de 35 heures, j'en ai marre de ne pas échanger concrètement avec quelqu'un, quoi. Et donc, j'aurais eu plus de batterie, parce que maintenant, ce que je ne savais pas, c'est que j'utilise des moyeux dynamo. En fait, il y a une dynamo qui fait l'électricité à partir du moment où la roue est. Et ça, je l'utilisais parce que je ne savais pas. Donc, ça, c'est pareil, c'est des investissements, mais c'est indispensable pour faire ce genre d'épreuve. Moi, je ne savais pas. Et donc là, si j'aurais pu avoir une connexion, même ne serait-ce que de se parler, je t'ai laissé un vocal, je pense, en pleine nuit, au milieu de je ne sais même plus quelle région d'Italie. Et le fait d'échanger avec les réseaux sociaux m'aurait permis de m'occuper et de me faire divaguer. En fait, on se ment à soi-même dans ces épreuves-là. Donc le partage, pour moi, c'est vraiment... Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pourquoi on fait ça aussi. Hein, parce qu'il y a des gens qui... Je trouve que c'est vraiment... Certains se gargarisent de tableau Excel, une position sur un tableau Excel. Moi, j'aime partager, tout simplement. Alors, ce qui est formidable, c'est ce que je disais à Thierry Corbarieux et quand on avait fait l'émission, c'est que grâce à Mena, avec ses tracking, on peut vous suivre, on peut regarder, on peut voir. Alors, si demain, ils sont en train d'imaginer d'avoir une petite caméra sur le vélo ou ailleurs pour vous suivre, ça serait formidable. Mais nous aussi, on a envie. Nous aussi, on a envie de ça. Mais sans prendre le micro, juste pour conclure, nous casse rien, autrement Mike va pas nous accepter. Allez, juste un dernier mot pour conclure. Est-ce que le petit Nahu que tu as présenté tout à l'heure, aujourd'hui, est-ce qu'il est arrivé 37 ans après, son chemin a changé sûrement, il n'était pas tracé comme ça, il a changé. Eh bien écoute, je pense que tu utilises les bons termes parce que quand tu m'as demandé d'intervenir justement pour présenter Nahuel, donc j'ai fait un effort de souvenir et ça c'est pas mon fort, mais et puis j'ai réfléchi à sa façon d'être, à sa façon déjà tout petit d'être avec les autres, etc. Et en fait, tout ce qui vient d'exposer, on retrouve quand même déjà au départ des caractéristiques. Et le terme qui m'est venu très vite à l'idée, c'est qu'il y avait dès le départ cette détermination, quoi. Cette détermination à avancer, quoi. Il l'a dit plusieurs fois, quoi. C'est dur, mais on avance, quoi. Et dans ce que je vous ai relaté, j'ai retrouvé des situations où bon, je t'ai exposé cette histoire d'angine mal soignée et ses conséquences cardiaques, etc. Mais il a vécu à ce moment-là, je l'emmenais faire ses piqûres, c'était monstrueux, quoi, parce que tout le monde disait que c'était des piqûres qui étaient extrêmement douloureuses, mais il serrait les dents et ça passait, quoi. Donc oui, je crois qu'il y a une prédétermination quand même. Il y a une prédétermination à ce genre aux efforts qu'il fait actuellement. Oui, je crois que là, il y a quelque chose déjà qui était tracé. Je pense que le sport de haut niveau, c'était en lui, quoi. Ça forge quand même. Ah, par rapport à ça, on parle souvent de préparation mentale. C'est que les gens, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné la difficulté? Parce que même à tout Volcano, tu passes par des moments où c'est pas humain, quoi. Ce que tu fais, c'est pas humain. Mais qu'est-ce que tu fais qui te fait avancer? Donc il y a des coachs mentaux, des coachs mentaux. À un moment donné, c'est tout ton parcours de vie. Moi, on m'a dit à 12 ans, on m'a dit, alors que j'étais dingue de sport, on m'a dit tu pourras plus jamais faire de sport de ta vie, quoi. À 12 ans, tu te rends comme ça. Après, il y a eu le sport de haut niveau, où je suis parti de chez moi, où j'étais en centre de formation, où là, c'est la guerre. C'est que là, t'es au milieu de requins, et t'as 13 ans, t'as des réalités de compétition exacerbée. Tu vois, souvent les gens, la première échéance qu'ils ont dans leur vie, c'est le bac, d'avoir la pression au bac. Sauf que nous, on a la pression tout le temps, quoi. Donc ça, la gestion de ça,
Et, bien joué. Non, c'est pas grave. Et ça me permettait aussi d'avoir une relation avec la pression, surtout que j'étais gardien de but, donc de gérer toute cette pression-là, de gérer tout ça, tu grandis plus vite. Et le fait d'échouer au foot aussi. C'est que j'ai fait 6 ans dans un club professionnel et j'ai pas réussi à passer pro. Donc certains ils te disent bah, oui, je peux passer pro, je me suis fait les croiser. Nous c'est parce qu'on a trop fait la fête. Hein. Mais donc c'est comme ça. Et parce que peut-être j'avais pas les qualités aussi pour franchir la dernière ou je me suis pas donné les moyens de faire les efforts pour. Oui, mais ça- J'ai pas réussi. Mais le fait de faire tout, j'ai pas eu de jeunesse en fait. Je suis parti de chez moi à 13 ans. Je rentrais chez mes parents une fois tous les 2 mois. Et on était enfermés quoi. On avait 1 heure de sortie en centre-ville à Châteauroux. Et après, à Istres, on a eu plus de liberté. On a un peu trop profité, mais en fait, toutes les belles années de collège, de lycée, moi, je les ai pas vécues en fait. Je les ai vécues, j'étais voué à un sport de haut niveau. Et donc, j'ai pas réussi. Donc, après, ça m'a toujours, je crache pas dans la soupe, ça m'a trouvé un job, ça m'a toujours arrangé les fins de mois. Mais ce contre-coup de ça, de t'engager autant mais ça te permet de te forger en fait. Et comme je disais tout à l'heure dans le processus d'apprentissage, c'est tous ces échecs qui font qu'à un moment donné, ou toutes ces difficultés, qui font qu'à un moment donné, ben, j'ai ce tempérament qui me joue des tours parce que c'est pas facile. Hein. On en parlait à Pauline, tu as parlé de Pauline, mais j'ai un caractère qui est pas facile parce que. D'ailleurs, Patrice me dit souvent la Régeoise, il me dit calme-toi, calme-toi. Il faut avancer, mais donc, ouais. Et ce caractère-là, c'est tout mon parcours de vie qui le forge et qui le forgera. C'est que chaque difficulté, ben, et souvent, c'est resté avec un ami endorant, mais souvent ma pratique de la montagne, je dis poc à poc, un pas après l'autre. Donc maintenant, ça serait un tour de pédale après l'autre. Mais c'est ça, il faut avancer. Tant que tu avances, mais comme en montagne, tant que tu avances, mais t'es pas en danger. C'est quand tu es immobile que ça devient plus compliqué. Est-ce que c'est une revanche aujourd'hui? Je dirais pas une revanche. Non, mais je veux dire sur ce que tu as Non, vécu, parce ce que. que s'explique Non, pas une revanche. de réussir, parce que Juste, quand même... la revanche, elle est juste extraordinaire par rapport au fait qu'on te dise à 12 ans, tu feras pas de sport de ta vie. Ça, par rapport à ça. Mais et d'ailleurs, c'est grâce à des moments comme ça, où les traitements que j'ai eu, parce que j'ai eu des traitements qui n'existent même plus, parce qu'ils se sont rendus compte que. Mais je dirais pas une revanche, parce que le sentiment. Mais c'est. Mais après, c'est pareil, c'est que dans mon parcours de vie, quand tu vois qu'un mec qui a grandi dans un petit village plat, il est à l'origine de la Pika Pika. Que tu te dis ça, c'est quand même l'ultra le plus montagne qui existe au monde. Il a été créé par un mec qui a vécu en Beauce, quoi, ou en région parisienne. Donc, c'est juste pas de la fierté, parce que c'est pas. Mais c'est juste un petit mec qui, à force de détermination, a réussi à faire des trucs pas trop mal. Et je pense que c'est. Il faut croire en ce qu'on fait, il faut être déterminé, et surtout, il faut se donner les moyens de ses ambitions. C'est qu'à un moment donné, on n'a rien sans rien. C'est que d'aller faire 1600 km de vélo, ça se fait pas du jour au lendemain. De créer une Pika Pika, de faire de l'ultra-endurance, c'est qu'il y a énorme de sacrifices derrière. C'est que les gens ne se rendent pas compte. C'est que, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est un équilibre, mais cet équilibre, il est au prix de sacrifices énormes. C'est qu'il y a des moments où j'ai pas pu vivre, parce que il faut s'entraîner, quoi. Passer des nuits sur mon vélo dans l'école des Pyrénées, alors bien sûr c'est bien, mais pendant ce temps-là t'es pas en famille, t'es pas. Donc toute chose, il faut vraiment se lancer pour faire les choses, mais quand on décide de faire quelque chose, je pense qu'il faut vraiment donner le plus possible de moyens pour réussir le but. Faut pas s'interdire de rêver, il faut rêver, mais si on veut vraiment arriver à ce qu'on veut faire, mais il faut se donner les moyens, et ça c'est un prix. Merci Nahu. Merci.